da tuk-tuk. Elioul, salut. Bienvenue sur le live presque quotidien à Wally Mester. Anonyme Sader, salut Chanil. Salut Mini, salut Chanel. Hello. Salut sur le chat quasi quotidien, presque, de Parlons Aviation. Alors, ODP. Salut. Raouf, salut. Aïe. C'est vrai c'est pratiquement le midi chez toi à peu près. Donc, morning. C'est la première phase, c'est le PPL, c'est la première phase. Bien sûr, ça aide. Si tu veux terminer par un ATPL, eh bien, il faudrait que 11h AM, ouais. Donc c'est bonjour, ouais. Non, Mehdi, ça ne me manque pas. Attends, je réponds un petit peu à ça. La première phase, c'est le PPL, pilote privé de ligne. Ensuite, PPL, t'as pas besoin de... Si t'as pas envie de faire pilote de ligne ensuite, tu peux t'arrêter au PPL et faire des vols privés. Mais t'as pas le droit de faire des vols commerciaux, quoi. Pour faire des vols commerciaux et pour la TPL, il faut que tu ailles jusqu'à la TPL. Pour pouvoir trouver un truc, salut Mira. Pour pouvoir trouver un débouché quelque part. Can you please talk the rear seats of the cabin and the safest one? No, it's not the safest one. Ça, c'est une utopie. It's a myth. Raouf, it's a myth. Sinon, comment tu expliques que la first class est en avant? Si c'était de safetiest seats, la première classe elle aurait été mise à l'arrière, par exemple. Donc, voilà. First and business sont forward. And the economic aft. So, salut SD. C'est vrai que la France... non, c'est de la fabulation, c'est impossible ça. Je te dis c'est impossible, quand je dis c'est impossible. C'est pas comme ça que ça marche. Ils interdisent rien du tout. Vous avez bien invité, salut, Moria. Salut Hamza Ben Abid. Salut.
suis en cours pour le PPL, objectif ATPL modulaire, mais c'est vrai que j'en vois pas. C'est il faut tenir. Il faut tenir. Passe ton PPL à l'aise. Ensuite, fais ton ATPL en modulaire. Mais bon, c'est. Et bien sûr qu'on en a toujours parlé, il faut avoir un deuxième plan. Ne compte pas surtout demain quand tu décroches la TPL que tu vas trouver un boulot tout de suite. Et en plus, prends soin de toi au niveau santé pour que tu sois sûr que tu es d'attaque pour ce métier, pour que tu n'aies pas de surprise. Donc prévois un deuxième plan, un plan B, quoi. Voilà, tu es hôtesse, donc c'est toujours mon. Ah ben, voilà, CSS, tu veux dire. Ben c'est bien, c'est bien. De toute façon, en compagnie, on a eu je pense, deux ou trois hôtesses qui ont fait, qui ont passé leur diplôme, enfin leur licence de pilote de ligne, et ils ont fait un recrutement interne. Donc c'est bien, tu as le plan B, il est déjà en place, donc il n'y a pas de problème. C'est que du bénéfice, quoi. Tu fais ton PPL, doucement tu fais ton ATPL, et ensuite, regarde si, je ne sais pas si tu travailles en Algérie ou ailleurs, une fois que tu décroches la ATPL, regarde si tu peux être prise en recrutement interne, upgrade pour faire pilote, quoi. C'est possible, hein. Il ne faut pas être impatiente. Alors 21 ans, tu es encore jeune, hein. Il ne faut jamais être impatient dans ces trucs-là. L'aviation, c'est l'école de la patience, hein. C'est doucement, hein. Petite question, quelles sont les chances d'un OPL 350 de trouver du boulot sur le continent africain? Ben, tu as beaucoup de chance. Par exemple, tu as comment on appelle ça, éthiopienne, je pense qu'ils ont 350, hein. Éthiopienne, tu as El Mauritius, et tu as même, je pense, l'Afrique du Sud, Johannesburg. J'irai pas jusqu'à dire parfait, Gabriel, mais il faut avoir des connaissances suffisantes en maths et physique pour pouvoir s'accrocher à ces études-là, parce qu'il y a de la mécanique des vols, il y a de la navigation, tout ça demande c'est des formules, et, et donc et les compagnies déjà exigent un niveau universitaire pour pouvoir appliquer. Donc tu es obligé d'avoir un bon niveau, bien sûr. Salut Khalid. Salut Nordine, comment allez-vous? Ça va? Attends, Hamza Ben Je vais Hamid, avoir un problème de connexion, ça je le sens. je vois, tu as une barre, oui. Est-ce que les pilotes repassent les tests psychotechniques, psychomoteurs après une certaine durée? Alors, psychotechnique et psychomoteur, oui, ça fait partie un petit peu avec l'âge. Psychotechnique, non, une fois que tu l'as décroché au début pour le recrutement, donc c'est bon. Mais sinon, tu as en visite médicale, tu as ce qu'on appelle tu passes chez le psy tous les 6 mois avec la visite médicale. Donc, dans tous les cas de figure, s'il y a quelque chose, ils vont s'en apercevoir. Ils vont s'en apercevoir. Salut JB, Bonsoir les amis, ça va? salut, salut Farid, salut Nordine, salut le Salut. chat, salut. Mustafa, vas-y, t'as une question sur les ILS. Vas-y. Alors oui, 167, Mustafa, il a une question sur les ILS. Ça se passe comment les bases sur Algérie? C'est des bases fixes? Tu parles des bases air Algérie, c'est-à-dire des bases d'affectation. Oui, c'est des bases fixes qui sont mentionnées dans le manuel d'exploitation. Il y a Annaba, Constantine, Alger et Oran. Voilà, c'est des bases fixes. Et les gens qui habitent là-bas, eh ben, ils ont des programmes adaptés. Et quand ils sont sur des machines qui ne desservent pas ces destinations, enfin ces bases-là, ils sont obligés de faire des vols S1 pour,
pour venir. Hello. Raouf. Hey, bonjour tout le monde. Hey, Captain, how are you? Fine. Alhamdulillah, some good news. Yesterday, we received some numbers from Boeing for 2024. We produced 347 planes instead of a little bit above analyst expectations. So we are, inshallah, 2025, we're going to deliver probably 600 planes. Still That's below great. Airbus, right? Airbus delivered 742 planes in 2024. Good job. No, I'm not sure it's a good job, right? 348. And Airbus delivered 742. But again, you know, the FAA put a limit on how many 737 can be produced per year, which is capped to 38. Hopefully, we can go to 52 next year. Ok. Good. Tu avais une question, JB? Oui, j'ai pas compris comment ça marche sur l'avion. C'est à propos de l'ILS. Je sais pas comment ça marche sur l'avion, mais ça, à bord de l'avion, on a en fait deux barres, une verticale et une horizontale, qui nous indiquent notre position. La verticale par rapport au localizer et l'horizontale par rapport au glide slope. Donc, si la barre, par exemple, horizontale est au-dessus de la maquette, sur l'horizon artificiel, alors on est en dessous de l'ILS. Et lorsque l'on aura l'ILS, quand on sera sur le glide, la barre sera au milieu, il faudra descendre avec. Et on va suivre les tendances. Si la barre a tendance à monter, c'est qu'on a un taux de descente qui est trop important. Si elle a tendance à descendre, eh ben, c'est qu'on a un taux de descente qui n'est pas assez important. Et pareil pour le localizer. Si on voit que le localizer part à gauche, il faudra corriger à gauche parce qu'il est directionnel. Et à bord, il faut afficher non seulement la fréquence de l'ILS, mais il faut afficher le inbound track de l'ILS. Donc il faut mettre, si par exemple c'est 235 degrés, il faut mettre 235 degrés affichés dans l'OBS, ou ce qui en tient lieu. Et on a à ce moment-là et en plus de ça, c'est couplé avec le Flight Director. Donc quand on a le Flight Director, les barres sont encore plus sensibles puisqu'elles nous donnent les tendances et on arrive à descendre pratiquement jusqu'à 0,0 en ayant les deux aiguilles en croix. Voilà comment ça marche à bord. Vous avez qu'à voir, j'ai fait une vidéo sur l'ILS, vous aurez toutes les explications. Simplement, il faudra que vous deveniez follower et que je vous suive en retour et vous aurez la possibilité de voir mes vidéos, entre autres celles sur l'ILS. Voilà. Ok. Raouf. Raouf. Wait, sorry. Hey, thank you, JB Morad. I'm going to send you a follow, okay? Merci. Ok, no problem. My pleasure. Tu as vu la cagnotte que j'ai ouverte? Partage-la avec Boeing. Partage-la avec Boeing, avec les traders et tout. I will, inshallah. I will. You know, you provide a lot of good information for the new pilots. Wallah al-adim, mashallah. Okay. By the way, I have learned something about the reversers condition on 737-800. I went into the manuals, and in fact, the reversers can be actuated by. You need to have one or the other condition. One condition is the air ground sensor on ground, and either radio altimeter indicating less than 10 feet. 50, yeah. Yeah. Wow. I stuck with the old logic of the 737-200, which was only in which it was only possible to extend the reversers only by the air ground sensor being on the ground position. But in fact, on the 737-800, it goes also through the radio altimeter. So the guy was right. Okay, so I made my apologize on Facebook for that. C'est vrai, j'ai revu ça. I am biased. I like Boeing. Yesterday, I flew from Kansas City to Orlando back home, so I was on the 737-900 series. I like them, but as well, I have to say, the Airbus 320 is smoother when you fly it. It's smoother than the Boeing. I'm not sure why, but the Airbus 320 is much, much smoother
during turbulence. Okay. All right, Houti, I have to go have a meeting at noon. Comme toujours, thank you so much. I love you guys. Take care. Good meeting. Bye, thank you. Thank you, guys. Ouais. Alors, il y en a un qui dit faire des études aux États-Unis, est-ce que ça te permettra de travailler là-bas? Il faut avoir la green card. Exactement. Voilà. Oui, résident permit. Ouais. Voilà. Alors, effectivement, quand on a une licence FA, on peut théoriquement travailler, mais il faut avoir la green card ou l'autorisation, enfin le visa de travail. Voilà. Exact. Salut à tous. Salut Walid. Walid, comment vas-tu? Ça va très Salut bien. Walid. Vous-même, le chat. Je suis du passage parce que ça fait une semaine j'ai repris l'école. C'est bien. Tu as repris Ouais. les bons de l'école, les bons de l'école. Ouais, on a repris fort parce qu'ils nous ont chargé le planning. La météo elle est pas bonne, du coup on fait que la théorie. Ah, c'est bien. Bien. Il faut faire de la théorie. Ouais. Aussi, je vais pas pouvoir rester pendant tout le live parce qu'à partir de 18h, je dois me déplacer, je vais aller chercher quelqu'un. Ok. Je vais être obligé de supprimer le chat jusqu'à ce que les gens like. Ah. Parce que, pas normal. Il y a 38 personnes. Si chacun tapote pour 1000, c'est 38. Au moins les 40, en dehors du fait que les passagers, enfin des trucs qui passent comme ça. Ça fait on serait déjà 40 000. Mais c'est rien pour le truc, pour un doigt comme ça sur l'écran. Et tout ça, c'est pour qu'il y ait la visibilité, c'est tout. Pour qu'il n'y ait pas de signalement, pour qu'il n'y ait pas de truc, c'est tout. Farid. Qu'est-ce que ça veut dire que Flem, par exemple, vient d'obtenir le badge de donateur numéro 2? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. Quand il like ou il envoie des fleurs. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est ça que tu veux qu'on like. Ouais, pas toi. Toi, tu as beau liker, tu es sur le guest. Ah, d'accord. Si tu veux. Mais bon. Mais tu sais, les likes servent à... Tu peux tapoter sur le profil. Ça sert à la visibilité du live. Pour qu'il passe directement dans le fil de l'algorithme. Ah, d'accord, ok. Quoi lui dire? Tu voulais me dire Bonsoir, quelque chose? Nadir. Nadir, tu as du bruit. Alors, cette tapisserie, elle était chez mes grands-parents. Nadir. Posée en dessous de Tu as l'escalier. la télé allumée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, sans ILS, comment vous faites? Ça me paraît impossible, surtout dans le brouillard. Dans le brouillard, c'est pas prévu de faire une precision approche. C'est clair. C'est pas prévu de faire une non-precision approche plutôt. C'est obligé d'avoir... C'est-à-dire que dans le brouillard, on est obligé de faire l'ILS. C'est tout. Voilà. Oui, donc, et tout dépend de la catégorie d'ILS que l'on fait. Si c'est catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, 3 alpha, 3 bravo, 3 Charlie, ça dépend. Donc on va avoir des minima qui vont être différents. Les minima, c'est la hauteur au-dessus de la piste, à partir de laquelle on doit pouvoir voir la piste pour pouvoir poursuivre l'atterrissage. Alors par exemple en catégorie 1, selon le type d'avion, selon la taille de l'avion, on va être à 200 pieds ou 300 pieds. Ça veut donc dire que à 300 pieds, par exemple, si on a des minima à 300 pieds et 600 mètres, il faut que l'on ait 300 pieds de plafond, donc la hauteur de la base des nuages à 300 pieds, c'est-à-dire donc 100 mètres, et 600 mètres de visibilité. Si on n'a pas ça, on n'a pas le droit de commencer l'approche. Maintenant, quand on a commencé l'approche, on arrive à ces minima, on arrive à 300 pieds par exemple, on voit la piste, on continue l'atterrissage et on se pose en visuel. Si on voit pas la piste, remise de gaz. Voilà le principe. Alors, quels que soient les minima, c'est comme ça, sauf quand on fait un auto-land d'atterrissage automatique. Là, on n'a pas besoin de voir la piste puisque, par définition, c'est auto-land, donc c'est les deux pilotes automatiques qui posent l'avion. Voilà. Bonjour. Bonjour, Mustafa.
C'est moi qui viens de poser Bonjour, la ça va? question. Anna, je fais des vols, ça juste pour m'amuser sur MFS 2020, mais pas 24 sur l'ancien. Ok. Quand quand je fais des vols, quand j'atterris, quand je quitte tout seul le minimum, toujours j'ai peur du décrochage qui me ait une approche, surtout qui me à plus de 3 degrés ou là. هادي اسكو نتوما Décrochage. عندكم ولا لا؟ Vous ne... فهمتوني؟ Oui, oui, attends. JB, on t'entend pas. JB, on t'entend pas. Connexion, Mais c'est sûr. à 30% au-dessus de la vitesse de décrochage, vous n'aurez pas de décrochage. J'ai jamais su atterrir sans approche, la manette approche autopilote approche. J'ai jamais su comment faire. Surtout réguler Ah la ben, vitesse lors de l'atterrissage. Ça me paraît impossible. ah ben oui, ben c'est ça tout l'art du pilotage. Avec tout, je fais toutes les, pas des aides au pilotage, mais voilà quoi. Je, Non. je Vous désengage faites, l'autopilote est-ce à que la vous dernière avez, minute. est-ce que vous avez le manche et les manettes de gaz ou quoi, ou est-ce que vous faites Que avec le les manche. touches? Vous avez que le manche. Ah, Ouais. d'accord. Ben, il faut, en fait, ça dépend du type d'avion que vous pilotez, mais à 20 À pieds, on 320 commence à euros, j'ai dit. arrondir. À 20 pieds, on commence à tirer légèrement sur le manche et on commence à réduire les gaz. Voilà, c'est tout. Ça paraît plus Ce qui est facile quand vous le important, dites. ce qui est important, c'est que pendant l'ILS, pendant l'approche ILS, vous ayez une vitesse verticale. Vous voyez votre variomètre. Oui. Il doit être égal à 5 fois votre vitesse. Ok. Si vous avez Matalan une vitesse d'approche à 150 nœuds, je dis ça comme ça, hein. 150 nœuds, vous devez avoir un vario à 750 pieds minutes. Des minutes. En gros. En gros, Ça, c'est sans vent. C'est sans vent. Si vous avez, ce que je vous conseille de faire, c'est de devenir un de mes followers et vous regardez, j'ai fait une vidéo sur l'ILS, sur TikTok, oui, sur TikTok. Ok. J'ai fait une vidéo sur l'ILS. Comment dirais-je, gérer le vent sur l'ILS. Voilà. Et Ok. vous verrez comment il faut faire. Vous verrez, J'ai une je autre, te donne des techniques. j'ai une autre question. Zamak, Oui. qui se moque quand vous faites une approche, vous le ratez, un go around. Est-ce que tout est programmé sur l'FMC pour revenir ou non? Ah non. Pour le FMC, Nourdine va mieux répondre que moi, mais sur le FMC, vous allez avoir la remise de gaz elle-même. Après, une fois la remise de gaz effectuée, maintenant, on vous dit la remise de gaz, c'est virage à droite, alignement sur le radial, je ne sais pas, 360 de la balise, monter vers 3000 pieds, par exemple. Hein. Bon, Oui. le FMC, il va vous amener là, il va vous faire ça. Bah, pour revenir, eh ben, il faudra reprogrammer le truc. Voilà. Introduire pour aller dans la page destination, remettre Oui. destination et mettre l'approche. La piste. Moi, un jour, c'était en 2014, c'était sur 737, 600, je pense. J'étais un peu petit, je savais pas ce qui se passe, mais un vol Alger-Paris. On a dévié vers la Belgique. Ouais, Il y avait trop de vent. Il y avait du vent, là, donc on l'a dit au Ouais. Je me posais toujours la question, est-ce que reprogrammer le FMC pendant le vol était possible? Oui, parce qu'il a remis les gaz, il a pris son profil de remise des gaz jusqu'au point qui a été destination de remise des gaz. Ensuite, à partir de ce point-là, il appuie dessus, il met destination, il met EBBR, Bruxelles, avec la piste. Et l'avion va jusqu'à Bruxelles. Ou la décision de l'aéroport choisi, شكون يختارها? C'est au départ, c'est sur le plan de vol. Ah, depuis le début, كانوا عارفين. Les alternate, ce qu'on appelle les alternate airports. Les aéroports de déroutement, cause météo, cause n'importe quoi. Et
il se pourrait des fois que c'est pas ces aéroports-là qui vont être pris. Par exemple, s'il y a un malade à bord, d'une urgence ou là, un aéroport sur la route peut être choisi si l'avion peut se poser sur cet aéroport, peut être choisi par le commandant en demandant bien sûr une emergency, une urgence pour aller se poser là-bas. Voilà. Ok, Sinon, intéressant. alors, bon, justement, Mustapha, dans ton simulateur, Yeah. est-ce que, bon, de temps en temps, tu peux avoir un déroutement, en vol, un déroutement. Donc, est-ce Non. que tu as la possibilité ou bien un go-round, allez, on va dire un go-round. Oui, Est-ce que vous avez la possibilité avec le simulateur de reprogrammer le oui, MG? oui. Sur un MFS, tu peux. Sur X-Plane, je pense que tu peux pas. Il y a deux simulateurs Non, mais connus. toi, avec ton simulateur à toi, tu n'as pas. Hein? Tu l'as. Oui, Tu as oui. cette option. Oui. Parce que par rapport à ta question, je me suis dit peut-être qu'il n'a pas l'option de reprogrammer les FMG. Là, parce que faire des vols en solitaire, c'est plus dur. Oui. Parce que tu peux pas choisir un copilote avec toi. T'es juste toi et l'avion. Parce que, voilà quoi. Il n'y a pas deux personnes qui font deux tâches communes. Bon, Dans un avion non plus, on fait jamais deux tâches communes. Hein. Chacun fait Non, ce qu'il doit faire. Faut faire attention à ça. Ouais. غلط زعما كل واحد يعمل حاجة. زعما كل واحد عارف لي طاش تاعو il les Voilà, exécute. avec un processus bien déterminé, absolument. Bien déterminé, voilà. Sur les petits avions, ça va. Mec, Cirrus ou là, c'est juste. Ça, sur un A320, j'ai vraiment du mal. Déjà, je comprends. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la MCC, Multiple Crew Coordination. Voilà. C'est tout un module. Ouais. D'ailleurs que je vais enseigner ces jours-ci là. J'ai un module MCC à enseigner, justement pour apprendre aux gens qui viennent des avions monopilotes à travailler en équipage dans un avion multipilote. Voilà. Ouais. surtout أنا كشيت ولا توالفت l'Airbus à 320. Quand je vais dans un autre simulateur, j'ai fait PMDG 737. PMDG, c'est une marque qui modélise les avions sur MFS. Sur PMDG 737, je comprends rien, surtout sur l'autopilote. L'autopilote n'est pas le même sur Airbus, je comprends pas. Speed, non, c'est pas les mêmes, VNAV, je comprends pas. Et pour ça, il faut un petit peu de théorie. VNAV, c'est Vertical Navigation, et LNAV, c'est Lateral Navigation. C'est-à-dire que il y en a une qui te gère les changements d'altitude, la VNAV, et l'autre qui te gère les changements de cap, de route. C'est la LNAV. Okay. Voilà. Plus tu vas avancer, plus tu vas faire ça, plus tu vas être apte plus tard après tes études supérieures, si tu veux faire de poursuite, ça va te paraître aisé parce que tu vas faire des qualifications de type plus tard, si tu es intéressé à le faire. D'accord? Et ensuite, ça va te paraître plus simple. Mais pour l'instant, moi je te conseille de ne pas refuser le sol. J'ai l'impression que tu as un problème de refus de sol. Parce que tu dis, j'arrive pas à l'atterrissage, non. Il ne faut pas refuser le sol. Tu vois la technique d'atterrissage de cet avion que tu utilises, tu fais un flair, puis tu te poses. Ok. Ça faut des heures. faut des heures d'entraînement. Ce phénomène de refus de sol, justement, on n'en parle pas souvent, mais beaucoup de pilotes en sont soumis. Hein. Exact. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que trop souvent, les gens regardent juste devant le nez de l'avion. Il ne faut pas regarder devant le nez de l'avion, il faut regarder l'autre bout de la piste. Exact. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est quand on s'aligne avant le décollage, on s'aligne, on regarde le bout de la piste. Où est-ce qu'on le voit? Dans les pare-brises. D'accord? Cette image-là, on doit la graver dans notre tête. Et c'est cette image-là que l'on va rechercher à l'atterrissage, tout simplement. Parce que effectivement, si on regarde juste devant le nez de l'avion, on va toujours refuser le sol.
Par contre, si on regarde, on recherche l'image que l'on voyait, qu'est-ce qui va se passer au moment de l'arrondi? On va voir que d'abord le bout de la piste, l'autre bout de la piste, il est trop bas. Et quand on va descendre, il va arriver au moment, pratiquement à l'image qu'on avait au décollage. Et c'est là qu'il faut arrondir et réduire les gaz, tout simplement. C'est tout simplement ça. Si on ne fait pas ça, effectivement, on a tendance à refuser le sol. C'est le double blanc, le revenant. Double blanc, le revenant. N'oublie pas, Mustafa, n'oublie Alors, pas. il y a Ryan qui dit pourquoi Sullenberger a-t-il eu un procès après son amérissage? Non, il n'a pas eu un procès. Il y a eu une commission d'enquête de la FAA, ce qui est normal parce que c'est un crash. Même s'il n'y a pas eu de mort, même si c'est quand même un crash. Il a quand même posé son avion sur le Hudson River. C'était pas la destination de l'avion, hein. D'accord, très bien. Donc, il est normal qu'après un incident ou un accident comme ça, qu'il y ait une commission d'enquête. C'est pas forcément pour blâmer le pilote, et c'est pour savoir, pour avoir tous les éléments d'information, et puis pour déterminer donc les responsabilités des uns et des autres, et éventuellement, s'il y a faute de la part des pilotes, s'il y a violation de quelque chose, etc., si on peut leur reprocher quelque chose, à ce moment-là, il peut y avoir des sanctions. Mais le principe de base, c'est ce qu'on appelle la no blame policy. C'est-à-dire que contrairement à la tendance que l'on pourrait avoir naturellement de dire il a fait une bêtise, on le licencie ou la haja. Non, on part pas de ce principe. On va demander à l'équipage, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les éléments d'information, le flight recorder, le voice recorder, etc. Tous les éléments, tout. Les informations radar, les communications radio, tout ce qu'on peut avoir. Et on regarde ce qui s'est passé. Et au bout de tout ça, on voit quelles sont les responsabilités et on voit surtout comment améliorer les procédures s'il y a eu un problème avec les procédures, etc. Le but de la manœuvre de toutes ces commissions d'enquête, c'est de faire en sorte que l'on soit mieux armé pour la prochaine fois, ou bien de faire en sorte que ça puisse pas se reproduire. Voilà le but de la manœuvre. Donc c'est pas un procès à proprement parler, c'est une commission d'enquête qui permet donc de dégager toutes les responsabilités. Maintenant, il est évident que dans le cas précis de Sullenberger, la décision que l'équipage a prise était tellement surprenante qu'il y en a qui se sont dit, est-ce qu'il n'y avait pas, parce que quand même l'avion il a été foutu après ça, hein, il était afferraillé. Hein, bon, il y en a qui se sont dit, est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution qui aurait permis de sauvegarder et l'avion et les passagers? Voilà. Donc effectivement, on se pose la question. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce truc-là, qu'ils ont fait des simulations, qu'ils ont fait tout ça. Et finalement, quand on colle à la réalité de l'équipage, on s'aperçoit que c'était effectivement la seule solution. Mais il a fallu qu'il le démontre. Voilà. Salut, double blanc. Salut Nordine. Double Salut. blanc. Salut. Salut, double. Marhaba. Merci, ça va, vous allez bien? Comme d'hab. C'est bien, toi. Ouais, ça va, tranquille. وحشنا خويا. تحشك الخير والله نثني توحشكم. Ça fait un bail, hein? Ouais, ben, Je me suis dit, il est quelque part, on s'est dit, moi et Nordine, Nordine et moi, il est quelque part en Antarctique. Non, en fait, je suis là, je suis un peu occupé avec les parents. ça va Ils mieux. sont avec moi. Ouais, ça va, non, ça va. Taf, avec l'âge, C'est non, normal. mais vraiment. Il lui faut un overhaul, Nordine. Eh, mais il n'y a pas de pièces. Hein. Ouais. Oui, la fabrique, elle est fermée. Ouais. Qu'il y a les pièces Taïwan. Mais Alors, non, il y a mais, quelqu'un qui pose qui pose une question intéressante. Rano Bess, là. C'est quoi le rapport entre la visibilité et la RVR? Alors, la visibilité, elle est mesurée par rapport à l'environnement de l'aéroport. Donc, quand on vous dit, par exemple, visibilité tant sur tel aéroport, visibilité, hein, ça veut dire que c'est la plus petite visibilité mesurée dans les 360 degrés autour de l'aéroport.
Voilà ce que c'est la visibilité. Tandis que la RVR, c'est la portée visuelle de piste. C'est la visibilité mesurée dans l'axe de la piste. C'est complètement différent, d'accord? Quand on vous donne une RVR 500 mètres, et on vous dit par exemple RVR piste 31, 500 mètres. Donc dans le sens de la piste 31, depuis le seuil, on a 500 mètres de visibilité. On peut également vous donner des RVR à plusieurs endroits de la piste. Au début, au milieu, à la fin, etc. On peut vous donner des RVR. Mais ça, c'est donc mesuré dans l'axe de la piste. Alors que la visibilité, donc, c'est... Il peut y avoir, Voilà. donc JB, il peut y avoir une RVR qui soit mauvaise puisque c'est la piste uniquement et une très très bonne visibilité autour de l'aéroport. Oui, par exemple, si tu as du brouillard sur une piste, tu vas avoir une très mauvaise RVR, enfin une RVR basse, et par ailleurs, une visibilité beaucoup plus importante. Voilà, tout à fait. Des fois, tu as une RVR sur une moitié de la piste qui n'est pas égale à l'autre RVR sur l'autre moitié de la piste aussi. Tout à fait. Absolument. Et c'est pour ça que tout ça est calibré pour les minima, c'est calibré sur la RVR. Alors on va demander chaque fois au pilote, check your minima. Et voilà, donc sur la TIS, il y a la RVR, et en fonction de ça, le commandant, l'équipage va décider de se poser ou pas. Quels sont les autres points que tu cites, que tu n'as pas cités, JB? Les autres points en RVR au niveau de Non, mais l'aéroport? par exemple, on peut donner à différents endroits de la piste. Dans le premier tiers, on a une RVR de temps. Deuxième tiers, on attend. Troisième tiers, on attend. Voilà. Oui, Donc pardon, l'intérêt, excusez-moi. c'est bon. Non, mais c'est bon. Merci. So, RVR, c'est Runway Visibility Range. C'est la définition. Oui, donc runway, la piste. Donc. Tu bosses pas trop en ce moment, Double. Non, c'est très calme. En ce moment, c'est très très calme, Farid. C'est dû à Et quoi? C'est dû à quoi? Aux fêtes ou aux saisons? À la saison, C'est la saison, ouais. La saison en général, à partir du 15 décembre, ça telle avec la fin janvier, début février, ça reprend un petit peu. Tony, latitude de croisière théorique du 330, c'est 410. 67, il montait jusqu'à 430. Niveau 430. 43 000. Monsieur Nordin, est-ce que vous êtes vous êtes retraité ou là? Retraité. Est-ce que les pilotes droits les sont sur 30 les 300 les كاين في l'Algérie 200. 200. Est-ce que leur formation شحال خاصهم d'heures pour rattraper un mec sur un A330 900? Non, Moi, c'est un CCQ. C'est une semaine pour étudier les performances et les différences qu'il y a au niveau de l'avionique. Parce que toute la gamme d'Airbus, de l'Airbus 320 jusqu'au 380, les passages se font seulement sur les performances et l'avionique. Donc ça prend une semaine à peu près, ce qu'on appelle le CCQ, le change. c'est la même chose sur Boeing? Non. Sur Boeing du 37 vers le 67 ou là du 37 vers le 777, c'est une QT, une qualification de type d'Ohra. Parce que c'est pas mis comme dans la gamme Airbus qui a pris exactement la même philosophie sur toute sa gamme. 320 jusqu'au 380. Les rajouts qu'il y a eu, qui mettent l'avionique, les moteurs en régime qui diffèrent, le poids de l'avion, le handling de cet avion, mais sans plus. Mais ça ne demande pas vraiment plus qu'une semaine de CCQ, de changement. Et comment tu expliques ça, Nordine, justement, que Boeing change de philosophie sur chaque type d'avion? C'est une question de pognon, c'est une question de fric, c'est une question de... C'est une question de philosophie, comment ils ont conçu leur avion. Le 37, par exemple, tu prends le 37-200, quand ils ont fait un up sur le 37 NG New Generation, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que la réalité tachométrique, truc, analogique, ceci, quand tu passes sur le EFIS, glace cockpit, c'est autre chose. Ensuite, du 37-800
En même temps, en parallèle, il y avait déjà le 67 qui existait, mais le 67, il était cathodique, mais en heavy. Il était doté de toute la technologie pratiquement update d'un NG sans être un NG, un New Generation. Et ensuite, ils ont créé le 777 qui est devenu un York, mais fly-by-wire, avec la technologie high-tech en EFIS, mais le régime moteur n'est pas le même, la grosseur de l'avion n'est pas la même, le handling de cet avion n'est pas le même. Airbus ne fait pas ça. Airbus, si tu rentres dans tous les cockpits d'Airbus, tu as toujours la même philosophie. D'ailleurs, ATR ils se sont inspirés sur Airbus, hein, pour la philosophie, les cheminements électriques, l'hydraulique et tout, c'est les cams, nanana. Et ils ont travaillé sur cette histoire de cam, FADEC. Tous les avions Airbus ont du FADEC, sauf les 310, hein, les 300, 303, le A300, l'électricité conventionnelle. Mais une fois qu'ils ont mis le FADEC, le système à cam au niveau des manettes et l'EFIS Airbus terminé, la philosophie est restée la même pendant toute sa gamme. Ouais, mais Il n'y a que la grosseur et les rajouts que tu peux mettre en technologie. Le software qui change, par exemple, le hardware et le software au niveau du FMJEC. Mais c'est toujours un FMJEC. Il travaillera toujours en enveloppe, guidance, et voilà. Et tout ça travaille avec le FADEC. FADEC contrôle tout ça, est-ce que, le moteur, et c'est parti. Et c'est est-ce pour que ça l'on peut dire, qu'ils ont gardé ça. Et donc, quand tu sautes, tu jump d'Airbus en Airbus, tu fais ce qu'on appelle le CCQ. Si tu es sur 777, tu veux faire du 87, c'est pas la même chose. Mais quand tu vas est-ce faire, que l'on peut dire, tu peux piloter le 87 et le 777. Il faut que tu aurais fait les deux QT. C'est pas un CCQ, c'est une QT, une qualification de type. mais est-ce que l'on peut dire, donc, justement, quand on parle de ça, donc Airbus a opté pour une politique de non-changement c'est-à-dire de cockpit pour faciliter un peu la chose. Est-ce que l'on peut dire que Boeing, quelque part, prend plus de risques et va plus avant en matière d'innovation, alors que Airbus stagne Non, non, c'est Non, pas un autre non, stade. Farid, moi je vois les trucs autrement. En fait, ça, c'est un peu l'avantage de l'informatique. Si tu avais remarqué les derniers téléphones, quand tu as un truc informatique, ben, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change, mais en fait, en réalité, ça change. C'est le l'IOS, par cerveau qui exemple, change, c'est pas le visuel, ouais. le truc change, voilà, le Ouais. hardware, les softwares Air- voilà. Airbus, ils sont partis sur un truc informatique et après, ils changent le logiciel à l'intérieur pour vulgariser un peu. Mais en fait, l'extérieur, tu as l'impression que ça change pas. Ce qui fait que c'est un peu leur point fort. Ils sont partis un peu tôt en Oui, informatique. mais Airbus, c'est pas une QT. Je veux dire, Boeing, par contre, tu fais une QT. Chaque changement de type d'avion, c'est quand même assez bizarre. Non, c'est Non, pas non, pas du bizarre. tout. Pas bizarre, pas bizarre, pas bizarre du tout. Parce que quand tu prends par exemple l'histoire des yaw dampers, ce n'est pas le même concept sur un 37 800 et sur le 767. Ça a la même fonction, mais les commandes ne sont pas pareilles. Tu prends ça sur l'Airbus, tu as les primes et les secs vont fonctionner avec des computers. Prime 1, prime 2, prime sec, sec 1, sec 2, sec 3. Ça, c'est des computers qui sont immuables. Leur programmation diffère en fonction d'un programme évolutif et qui va dans le temps. Plus ça va s'améliorer. Tu peux dire pourquoi Boeing n'a pas, par exemple, prévu l'histoire du petit casque qui fait ça automatiquement. Parce que tout simplement que le Type 7 ne peut pas le faire, parce que son autopilot programmable, le programme sur l'autopilot, n'est pas le même que le programme de l'Airbus. Il ne peut pas être adapté sur, sur un avion du type 777. Ils l'ont fait sur 350. L'évitement, la résolution et tout, le 350 le fait tout seul. Tu vois, le 380, ils ne l'ont pas fait parce qu'il est sorti bien avant le 350. Mais plus ça va, plus ils vont améliorer les choses. Et Boeing a sa politique. Mais n'oublie pas que Boeing est seul. Par contre, Airbus, c'est un consortium de pays. Donc tu as tous ces pays-là qui font de la recherche.
Et donc, ils vont pas Tout à fait. chaque fois créer quelque chose. Parce que tu as l'Italie, par exemple, je sais pas, elle fait je sais pas si elle fait les ailes ou pas. En Espagne, ils font le radar plus l'empennage. En Allemagne, je sais pas ce qu'ils font. En France, ils font l'avionique, ça. En France, ils sont très, 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 très forts au niveau système avionique. Et en Angleterre, ils font quelque chose, etc. Donc, le consortium, tu ne vas pas l'obliger chaque fois à s'adapter à une nouvelle mesure, ils l'ont trouvée déjà, et elle est adaptée, et elle est adaptable, et elle est dans le temps. Voilà. Ou est-ce que pour une compagnie, Allume ton mic. est-ce que maintenant pour pour les compagnies, est-ce que c'est plus judicieux d'acheter des Airbus parce que ça coûte moins pour former, pour Non, c'est pas que ça coûte moins. Il faut pas croire, mais ça coûte moins. Le 350, il fait presque le même prix que le 777. Hein. Donc, ça coûte pas moins. Et pourtant, c'est son concurrent. Le 37, si tu veux, c'est le 37 Max, a été sorti en concurrence avec le 320. 320 Neo. Neo. Ouais. Bon, maintenant, le 320 Neo, il a fait ses preuves. Le LXR, il est en train de faire ses preuves, etc., etc. Mais ça, c'est une guerre, c'est une guerre terrible entre ces consortiums. Hein. Ils ont tout absorbé sur leur chemin. La preuve, les gens n'entendent plus parler pratiquement d'Embraer, des petits trucs. Qui m'a droit le 777X, je pense X, le dernier, ah non ça va. زادوا سبالي 4 متر ولا 2 متر في les ailes. Donc est-ce que les saumons rabattables, ouais. oui, est-ce que à la formation ou est-ce que les aéroports خاصهم يchangent quelque chose pour que les باش يوليو كيما زعما le 380 ماشي في كامل les aéroports Non, justement, il a été conçu comme ça pour qu'il s'adapte à tous les aéroports, justement. À tous les aéroports, Ok. justement. Quand il rentre en gate, quand il se pose, il remet ses winglets, ses espèces de winglets en position. Ouais. Pour le décollage, il va les rabattre, pour le vol aussi. Et ensuite, il s'adapte. C'est Le 380, c'est en fonction du tarmac et des satellites. Le stationnement du 380 existe. La 380 se pose sur la piste d'Alger aussi sans problème. Il peut aller au gate, il n'y a pas de problème. Comme ça. donc quelque part les avions qui doivent s'adapter aux aéroports et non au contraire. Qu'est-ce que tu disais, Farid? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les Je deux. disais que c'est les avions qui doivent s'adapter aux aéroports et non le contraire. Non, il y a les deux. Oui, comme dit JB, les deux. Pas seulement les avions. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a l'encombrement de l'avion, son envergure, sa hauteur, etc. Et il y a également ce qu'on appelle l'ACN, Aircraft Classification Number, c'est-à-dire, en fait, c'est une mesure de la pression que les roues exercent au sol par rapport à la résistance de la piste et des voies de circulation et du tarmac. Voilà. Donc tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Et ça, c'est très important, hein, JB. Hein. C'est important, bien sûr. Le PSG, attends, le 320 Neo, le 220. Le 220 est pour Airbus ce qu'était le Boeing 717 pour Boeing. Pour tout le monde, ça a représenté un flop. Mais bon, tu sais, au moins quand ils créent un truc comme ça, quand ils voient que ça marche pas, ils l'enlèvent de circulation, ils vont le mettre seulement dans un pays où ils peuvent circuler avec, enfin voler avec et sans plus. Hein. Mais ils n'en font pas tout un monde. La preuve, ils n'en parlent plus du 2. Hein. Salut Mahedine. Le 220, pour moi, il fait concurrence à Embraer. Oui. Oui, Mohamed, allez-y. Après, il y a Mohamed. Vas-y, Mohamed. Allô. Allô. Allô, allô. Bon, allô. Khalid n'est pas trop allô. Il n'est pas trop allô.
Oui, je suis là. Excuse-moi, j'avais un coup de fil. Non, non, non. J'avais un Non, double C'est appel. ça, on appelle Allô, Mohamed, il y a autre chose. Mohamed K. Ah, Farid, gentil. D'accord, d'accord, d'accord. Niveau kit, je vais en cours. Ça m'a fait plaisir de passer, vous dire bonjour. Bon cours. Bon En cours. cours de quoi? Merci. Tu as Météo. Bon match. météo, d'accord, c'est bien. Météo, ouais. Bonne chance, Walid. Hein. En parlant de météo, Merci beaucoup. Salut Walid, en parlant bonne de météo, chance. il est en train de préparer une vidéo sur la météo. J'attends, j'attends justement. Ok, C'était très intéressant le sujet dont tu parlais. ok. Allez, bon cours. Salut, Tu as trouvé un angle, JB, tu as trouvé l'angle salut. d'attaque, on va dire, de ta vidéo, l'angle pédagogique. Il n'est pas bien payé pour le faire. Il faut qu'il soit payé pour le faire. Il est pas bien. Oui, mais ça va. Je voulais... Ouais. allez-y, Farid. Vas-y, Mustapha, vas-y. شوف est-ce que droit Air Algérie va acheter un lot 3 à 350 900 Droit. درهم Droit. Non, c'est كلام ثانيا ça Non, ils ne vont pas acheter. non, ils ont annulé les 350. mais ah oui ما شفتهاش هذه واسمع راه باغيين يجيبوهم هما les avions Les 330 Les Néo 330. eh c'est plus judicieux d'acheter ça pour rester dans la même Ouais. logique et pour la maintenance. C'est pour la facilité de la maintenance. J'allais vous poser la question comment ils vont faire sur A350 parce que je pense que tout change. Non, tu sais, les compagnies qui prennent 350 et tout, c'est que ils ont une maintenance plus drastique et plus sérieuse, pas sérieuse, mais plus drastique et plus exigeante par rapport à Spécialisée. dire. Maintenant spécialisée sur les matériaux composites. C'est du matériau composite. Il faut qu'ils aient les moyens d'arranger ça et ne pas mobiliser l'avion pendant 2 ou 3 mois ou 6 mois, comme c'est déjà arrivé sur le Dreamliner au Maroc. Voilà. Surtout, ben, il faut le remplir la 350, c'est trop grand. Non, c'est pas une question de truc, parce que le marché, tu sais, pour remplir un avion, il faut créer la demande. Ok. Si tu mets un 330 sur une ligne pendant je sais pas combien de temps tu fidélises les gens, il va être rempli. 350 pareil. Tu sais, 350, il est rempli partout là où il vole. Hein. J'ai une question. كيما des compagnies كيما low cost كيما Ryanair ولا كيفاش يكونوا rentables بدي prix هكذاك tout cassé ويقول لك و Air Algérie à un moment les faire faillite avec des prix plus grands. Vous n'allez pas faire faillite, c'est pas une question de faillite. Les low cost ont un système bien précis de gestion. Ils travaillent sur l'économie des autres services. Donc ils ont des économies partout. Sur le nettoyage, sur le parking, sur les satellites, sur les taxes d'atterrissage. Ils n'utilisent pas les grands aéroports. En général, ils vont sur les aéroports avoisinants. Avec la chambre de commerce, ils font des deals. Ils reçoivent des subventions. Hein. Ils travaillent en subvention, voilà, surtout. Des avions neufs. Oui. Et même leur personnel, le salaire, si tu veux, est Moins élevé. tu as même des pilotes qui travaillent, des first officers qui commencent avec eux, ils font ce qu'on appelle du pay to fly. Ils travaillent et ils payent leur vol. Ils ne sont pas payés pour avoir les heures de vol, pour pouvoir sauter plus tard quand ils ont le pic, le pilot commande pour aller dans une autre compagnie. Donc c'est des économies. Et les gens s'étonnent comment ça marche. Oui, ça marche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gagnants ou perdants. Il faut voir leur cash flow. Je ne sais pas exactement leur état de financement. Mais quand tu vois sur Internet qu'ils remplissent à la dernière minute, j'ai pris Ryanair. Hein. J'ai pris Ryanair entre Alicante, Palma, Barcelone, truc et tout. C'est tout le temps complet. Oui. Donc 2, 3 vols ou 4 vols sur la même destination. Donc ils créent la demande. Et ils travaillent sur la bagagerie, par exemple. Ils te font payer le bagage, ils te font payer ça, ils te font payer ça. Tu n'as pas de prestation. Si tu rates un vol, c'est un APEX, ce qu'on appelle un APEX, donc il n'est pas remboursable. Si tu le rates, c'est ceci, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Ils travaillent sur des normes de low cost.
Attends, on va répondre à Cano. Bess, comment ça fonctionne le CPDNC? Ça fonctionne le CPDNC au niveau de la pierre d'Alger. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a un vol sur le transatlantique, au départ, l'équipage fait un essai CPDNC avec Alger DAA. Et donc, c'est-à-dire simplement un message de salut, l'autre y répond. Et tu as les avions qui vont vers l'Afrique, généralement, pour éviter de discuter longtemps sur les fréquences de différents CCR, et bien ils passent ces PDLC, et il y a un échange direct, et ça se communique comme ça, et ça marche très bien. Il y a Tony qui pose une question. Quelle est la procédure pour faire une descente avec un vent qui pousse de l'arrière de l'avion? Ben, c'est pareil que si le vent est en face. La seule différence, ça va être si on fait une descente en planée, ça va être la distance que l'avion va parcourir. Si on définit la vitesse de descente, si on fixe la vitesse de descente, quand on va avoir du vent arrière, l'avion va planer pour une différence d'altitude donnée. L'avion va planer sur une plus grande distance quand il y a le vent arrière que quand il y a le vent de face, c'est tout. Mais il n'y a pas de procédure particulière. Ça veut dire on intègre, pour calculer le point auquel on va commencer la descente, on intègre le vent moyen qu'on va avoir en descente. Si on a du vent de face, on descendra un peu plus tard que si on avait du vent arrière. Voilà, c'est tout. C'est tout simplement ça. Mais sur le pilotage lui-même, ça joue en rien. Ça joue sur la navigation. Exact. Il vient de dire K175 qui dit que son fils est actuellement dans le cadre du Pay to Fly avec EasyJet. C'est ce que je suis en train de lui répondre. Je lui ai dit c'est normal, ça ira mieux plus tard. Bon, une fois qu'il termine ses trucs, eh bien, c'est bien. Il aura son packaging, il pourra appliquer ailleurs. S'il le désire, maintenant, il pourra continuer avec EasyJet, rien ne l'empêche. Hein. Parce que moi, j'ai connu des gens aussi qui ont fait du pay to fly chez EasyJet. Ils sont toujours chez EasyJet, ils sont captain. Il y en a même qui sont passés instructeurs chez EasyJet sur 320. Donc voilà, c'est quand même un bon plan de carrière. Quand le gars veut, on veut et peut rester. Mais les exigences sont toujours les mêmes, hein, Nordine. C'est pas parce que tu payes qu'ils vont être plus tolérants ou plus Non, souples. Hein. au contraire, Pareil, c'est les mêmes exigences, ouais. C'est les mêmes. exactement. De toute façon, ils sont soumis à la même réglementation. Hein. Et ils sont particulièrement observés, justement, pour qu'il n'y ait pas de shortcuts au niveau de la sécurité, etc. Donc, pas de problème. Il y a des compagnies où Nordine, par exemple, le cas de Cathay Pacific. Ouais, ouais. Ouais, Cathay, on te met en second officer pendant 2, 3, jusqu'à voire même 5 ans avant d'être premier officier. Ben, j'ai eu un ami, moi, avec Khalas, euh, Yanis, qui était chez KT avant le 2001. Ensuite, quand il y a eu 2001, ils ont tous mis dehors. Bon, mais il avait déjà le packaging honneur, donc il a opté chez Emirates. Il a fini chez Emirates, ensuite il est passé captain. Maintenant, je pense qu'il est en Tchécoslovaquie ou quelque chose comme ça, sur Airbus aussi. Ou sur Boeing, voilà, je ne me rappelle plus. Mais bon, il a fait quand même un temps chez KT. Ensuite, il s'est reconverti vers. Ah, KT aussi, attention, ils sont très Et très comment durs. s'est vu ça? Et comment s'est vu ça, Nordine, un pilote qui sauterait comme ça de compagnie en compagnie pendant toute sa carrière? C'est bien vu, c'est mal vu? Non, c'est normalement vu. Parce qu'il y a, ils vont te demander une chose avant. Quand tu appliques, dans le questionnaire, ils vont te dire, d'ailleurs, pourquoi tu quittes. Et ils vont même poser la question à ton employeur, l'ancien. Ils vont lui dire quels sont ses états de service. Parce que si tu mens sur le questionnaire, tu ne seras pas pris. Hein. Il y en a qui ont eu, par exemple, des déboires, des problèmes. Et quand ils ont menti dans le questionnaire, ils n'ont pas été pris par notre compagnie. Maintenant, si le gars, pour raison personnelle ou géographique, il a voulu changer, et c'est son droit, ou pour convenance personnelle, pour être mieux payé ou quelque chose comme ça, à lui de faire ses preuves pour pouvoir accéder à ce poste-là dans cette compagnie-là. Et une fois qu'il a répondu à toutes les exigences, il est pris. Mais il y a une enquête, ça c'est clair. Il se renseigne sur toi. Ça c'est officiel. Et un autre aspect, ce changement de compagnie incessante comme ça, est-ce que ça ne trouble pas justement l'efficacité du pilote ou l'adaptation
pendant toute sa carrière. Non, qu'est-ce que tu en penses? Non, non, non. Parce que lui, il va être payé pour faire un job qu'il connaît et qu'il sait faire. Donc, quand il va rentrer dans une autre compagnie, ben, à lui de s'adapter à la SOP de la compagnie, au manuel d'exploitation de la compagnie, à la charte de la compagnie. Il est obligé de répondre à ça, d'épouser la forme de cette compagnie. Maintenant, une fois il en a marre de cette compagnie qu'il voulait changer, ou bien pour convenance autre que ça, ben, il va appliquer dans une autre compagnie et il va se réadapter à leur manuel d'exploitation, SOP, etc., etc. Je suis Si, d'accord avec toi, Nordine. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un autre aspect, il y a un autre aspect que tu négliges là, qui est très important, c'est l'aspect culturel. Je veux dire, l'environnement n'est pas le même. non, Ça peut quand même influer sur le gars, hein. pas du tout. Le pilote, il s'en fout de l'aspect culturel, de l'aspect truc. Tu sais, je vais te dire, le nombre de personnes qui travaillent, par exemple, à la Saoudia, et on en a connu, hein. Ils n'ont rien, ni de près, ni de loin, de culturel avec ces pays-là, par exemple. Ceux qui travaillent chez Emirates aussi. Qatar aussi. Tu as une centaine de nationalités qui s'intègrent. Tu t'intègres dans une logique et dans une charte de la compagnie. Ça, c'est important. Le reste, tu t'en fous. Tu arrives, il y a des gens qui travaillent, par exemple, dans des pays, l'Afrique centrale, ou l'Afrique noire, ou l'Aja. Ben, le gars, il est blanc comme un aspro. C'est pas la même culture, c'est pas les mêmes trucs, c'est pas les mêmes façons de voir les gens et tout et tout. Il s'adapte culturellement, religieusement, philosophiquement, tout ce que tu veux, parce que il est obligé de se conformer à ce qui est dit dans sa charte, qui vient de signer avec un contrat. Parfait, parfait. Nadia te dit pour un jeune, aucune importance, même pour un vieux, hein, tu sais. Enfin, quand je dis pour un vieux, même les gens qui ont changé de compagnie à un âge avancé, hein. Il y en a qui sont partis, par exemple, dans d'autres compagnies à l'âge de 50 ans, 55 ans, et ils ont terminé 10 années de leur carrière dans cette compagnie ou dans une autre compagnie. Et il y en a qui ont fait du nomadisme aéronautique, si j'ose dire, parce qu'ils ont voulu faire ça. Et c'est... Regarde, double blanc, toi tu fais du ferry, Oui, tu travailles avec tout le monde. oui, Tu peux aller travailler là où tu veux, on peut t'envoyer là là où où on tu veux. veut. Euh, tu n'as pas, si tu veux, un rythme ou là, un truc. Tu as des rythmes à respecter, des chartes à respecter, des clients à livrer. Tu vois, Exactement. donc voilà, donc C'est c'est pas. exactement ça. Bon, Romabek, il parle beaucoup plus de quelqu'un de carrière, le commercial, l'aviation commerciale. Mais moi, je pense que il y a un bon exemple, Ben Ghettat. Tu connais Ben Ghettat, Ben Oui, Ghettat, oui, hein. oui, Il, il est où? Il était chez Tunisair, je crois, à Tunis. je pense qu'il a été chez Tunisien, oui, je pense. Algérie, Khalifa, Tunis. Bah, après, je sais plus où il est maintenant. Ouais, je pense qu'il est parti maintenant par Qataria ou quelque chose comme ça. Et il y en a comme ça. Il y en a qui, par Ah, exemple, en Algérie, déjà. J'ai fait une carrière, JB a fait une carrière à Air Algérie. Mais c'était un choix. Moi, c'est pas le choix. Moi, en 2010, j'aurais pu aller à Qataria, par exemple, ou Ebilet, j'étais pris par les deux. J'avais pas envie. J'avais pas envie de bouger. Je suis resté dans ma zone de confort. J'étais bien, j'ai évolué, voilà, jusqu'à être instructeur, donc normalement, je travaillais, truc et tout. Et donc, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Il y en a qui veulent changer, il y en a qui sont comme ça, c'est dans leur esprit, ils veulent changer, ils veulent truc. Moi, non. J'y Mais ce que, sa mais carrière. ce que je trouve incroyable, ce que je trouve incroyable, moi, Nordine, c'est quand même ces gens-là dont tu parles, qui arrivent quand même à 55 ans et qui changent de compagnie et qui se foutent carrément de leur zone de confort, qui prennent un risque, quand même, c'est assez courageux. Et ça, Non, je c'est pas un comprends risque. pas. J'arrive pas à Non. saisir la motivation. La motivation pour lui, généralement, c'est le salaire, hein, généralement. À cet âge-là, c'est le salaire. C'est-à-dire, le gars, il a estimé que maintenant, par exemple, à Air Algérie, à un moment donné, si tout le monde pouvait y aller, tout le monde serait parti à un moment donné, parce que les salaires,
Et JB, il peut te faire pleurer s'il te dit combien il touchait pendant sa carrière. Ce n'est qu'en dernier temps, quand Khalifa est parti et tout, qu'il y a eu une redistribution des cartes et que ceci, cela. Généralement, la motivation première, c'est l'argent. Terminé. D'ailleurs, Nordine Kidja Je Khalifa, pense que pardon. D'ailleurs, Nordine Kidja Khalifa, c'était à cause de ça que les gens sont partis d'Algérie vers Khalifa. Mais moi, à mon avis, c'est un très très mauvais choix, hein, quitter un pavillon national comme ça. Je ne jette le dévolu sur personne. Hmm. Je te jure que chacun avait sa motivation. Je vais te dire, moi quand Khalifa a été créé, j'étais commandant Fokker. Je crois moi que je touchais mieux que les commandants 767 parce que nous on faisait l'Afrique, on faisait le Sud. Et donc Fokker, ça travaillait comme des dingues, on travaillait comme des dingues. Hein. Et on touchait quand même entre 60 et 70 000 dinars. Quand Khalifa est venu, elle a offert 200 000 dinars aux pilotes. Donc les gens sont partis d'Ada. Et moi, j'ai dit, la semaine, pour 200 000 dinars, j'y vais pas. Il m'aurait dit 1 million de dinars, je serais parti. Je te cache pas. Je te cache pas. Tu as compris? Donc même dans ma tête, c'était pas suffisant. Donc je me suis dit, au moins rester dans ma zone de confort avec ça que je gère, que d'aller m'aventurer ailleurs. Et peut-être que je faisais pas trop confiance parce que je connaissais un petit peu les trucs et je savais très bien qu'à un moment donné, ça va pas marcher parce qu'il y avait des histoires d'avantages à psy, ça prenait 5 ans, donc elle est qui a 98, 2003, ça va fermer. Et je ne me suis pas planté parce que 2003, ils ont fermé. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Ils auraient pu la garder. Ça, c'est une autre paire de manches, c'est le politique qui sont gérés. Il y avait elle, il y avait Antinea, il y avait EcoAir, il y avait Sahara Airlines, il y avait Rim Airlines qui n'avait jamais vu le jour, mais EcoAir aussi qui avait vu quand même. Elle travaillait un petit peu avec en leasing. Sahara Airlines, ils avaient un Fokker et un jet d'affaires. Donc tout ce moment bougeait. Mais ça bougeait seulement. Ça donnait rien de truc. Et je voyais que ça allait se casser la gueule à un moment donné. Bon, ai-je bien fait? Non, parce qu'en 2010, j'aurais pu aller aussi sur Qatar. Je serais peut-être pas sur le live, je serais déjà... Ah oui, je serais déjà sur le live parce que je serais sorti en juin, donc à la retraite. Voilà. Où là, j'ai mis et tout. salut Mahidine. Salut Nadir, salut Maridine. Salut Maridine. Oui, bonjour tout le monde. Salut. Salut Bonjour Mahidine. Mahidine, Assalam. Bonjour Double Blanc, ça fait très plaisir de vous revoir parmi nous. Merci, ça me fait plaisir aussi, mon ami. J'espère que tu vas bien. Ah, super, alhamdoulilah, super, merci beaucoup. Alhamdulillah. Voilà, Captain, je voudrais poser une question, bon, des questions sur le TICAS. Oui. Est-ce qu'il existe différents modèles de TICAS sur les avions? Est-ce que les modèles sont différents? Ça dépend si tu parles de l'ancien modèle, c'est-à-dire les avions conventionnels, oui, avec le tachomètre, avec l'indice de l'avion, et on voyait un petit losange comme ça, ou sur Ouais. les glass cockpit où il y a la TICAS advisory, la résolution, etc., etc. C'est Le normal. TICAS, le TICAS alerte, hein, le TICAS alerte, il doit parler de ça, mais TICAS alerte, alerte. TICAS alerte. Oui, exactement, Farid, oui. Et ça a évolué, c'est normal. Parce que sur les anciens avions, tu n'avais qu'un spot. Et c'est à toi de surveiller l'abordage. Il te donnait pas l'advisory ni la résolution. Maintenant, ça a évolué. D'accord. Il te donne tout. Une fois qu'il rentre sur les 7 nautiques, 58 nautiques, il va s'allumer. Il va gueuler sa mère, comme dirait l'autre, en rouge, pour te dire monte, descendre ou maintien. Le 350 le fait tout seul, combiné au truc. D'accord? Donc oui, il y a eu de l'évolution. Il y Il y a, aura encore de l'évolution. C'est pas encore fini. Parce qu'il va être couplé aussi il y en a dire, il va être couplé au météo, avec la météo. dire, Qu'est-ce que tu voulais il y dire, en a dire qui répond TICAS, c'est le CAS, et le T, c'est-à-dire qui dit TICAS et le T2 TICAS. Oui, le TICAS, c'est T2 TICAS. C'est les deux formes d'amélioration. Au Mazen, il y aura parce que c'est un, ouais, rappelle-moi, Nadia, si je me trompe, le 5 ou le 7. 7, 5 ou 7, quelque chose comme ça.
Attends, entre-temps à Tony qui disait il décide de l'avion qui a besoin d'un dérivage total sur le tarmac, le pilote. Bah, les deux. Mais bon, le pilote, il va faire son tour d'avion quand il arrive dans un endroit où il y a de la glace et de la neige et tout. Il va voir déjà sur la météo qu'il va prévoir qu'il y a givrage, qu'il y a neige, qu'il y a truc. Donc il va descendre voir sur son avion qu'est-ce qu'il y a comme livre. Et décider quel type, ça c'est lui et les techniciens vont décider ça. Ils vont faire le type 2 ou le type 4. Bon, c'est deux trucs différents. Il te permet un certain temps pour aller décoller, l'autre il te permet un un temps plus long, il puisse aller vers le truc. Il faut savoir que le type 4, il y a des compagnies, quand l'avion arrive, il est lavé complètement. Maintenant, ils ont enlevé ce concept parce que je pense qu'ils ont changé le produit. Et c'est très intéressant ce que dit là, Tony. Excuse-moi de doublement, juste une petite précision, parce que après sa question, après avoir posé la question, il nous dit à l'extérieur de l'avion. Bon, ça pourrait paraître quelque part un peu. Mais l'extérieur de l'avion, hormis la cabine, bien évidemment, et le cockpit, mais c'est-à-dire des éléments qui seraient à l'intérieur, des mécaniques, hydrauliques, etc., etc. Oui, mais ça, quand il fait le tour, le pilote, il va voir qu'à ces éléments, c'est-à-dire le pôle du train, truc et tout, s'il est touché, truc et le technicien aussi, le technique. Il va voir ça. Le technique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qu'il y a de la neige dessus, il va dire comment. Voilà, moi je pense qu'il vaudrait mieux. Et bien sûr, pour ça, la température du jour, et que tous les avions-là sont en séquence pour faire du délivrage. Tu vas pas s'amuser à dire non, je vais aller sans faire de délivrage. 2 minutes, je réponds le truc. 2 minutes, 2 minutes. Excuse-moi, double blanc, hein. Vas-y, si tu voulais. Non, il n'y a pas de souci. Non, je peux juste préciser qu'il y a le holdover time, le temps dont Nordine parlait, c'est justement le holdover time. Et donc, le holdover time dépend du type de dégivrant qu'on utilise, type 1, 2, 3 et 4. Et là, 1, 2, 3 et 4, c'est la viscosité en général. La viscosité. Le type 4, c'est pratiquement un gel. Donc, quand il est appliqué sur la surface de l'avion, si on dit qu'il a un holdover time de 20 minutes ou 30 minutes, donc tu as 30 minutes pour décoller. Si tu dépasses les 30 minutes, il faut refaire le dégivrage. Donc un gel, Effectivement. voilà, un gel qui ne permet pas à la neige ou le givre de se coller à la surface de l'avion. Donc là, quand on accélère sur la piste, le gel avec s'arrache, avec la couche de neige qui est au-dessus, voilà. Et est-ce que le gel, pardon, double blanc, Oui. et est-ce que le gel, il a une spécification bien déterminée? On rentre avec la température, on rentre avec la température du jour, on rentre avec le type de précipitation qu'il y a, si c'est de la freezing rain ou si c'est des snow ou bien si c'est tout ça. C'est très simple. Dans les Jepsen, dans les manuels Jepsen qu'on utilise, sur le dégivrage, pour vous donner une idée, la dernière fois que j'avais travaillé là-dessus, il y a 35 pages. Pour vous dire un petit peu la complexité du truc. Et c'est tellement complexe que maintenant, sur les avions modernes, carrément, c'est avec l'iPad que directement il rentre les données et l'iPad leur calcule directement load overtime et tout ça et leur donne des informations. Il commence même un stopwatch, il commence même un décompte de temps. Voilà. S'il vous plaît, je voudrais revenir sur le TICAS et quant à prévenir des collisions. Est-ce que c'est le TICAS qui a la priorité ou bien c'est l'ATC? TICAS. TICAS. Rappelle-toi juste de la problématique qu'il y a eu au-dessus de la Suisse. Le TICA, c'est toujours prioritaire sur l'information, l'ordre donné par l'ATC.
parce que c'est calculé à ce que cet avion-là interroge l'autre avion. Donc, ils sont à même de connaître leur proximité, la résolution, comment se faire, et il te dira même comment réagir. Si tu dis descendre, c'est que à l'autre, son anticasse va lui dire de monter. S'il va te dire de maintenir, c'est que l'autre, il va lui dire de maintenir ou de descendre ou de monter. Enfin, de descendre, ça dépend où tu es et où il est. Donc, tout ça, c'est une intervention entre deux systèmes. Et donc, si par exemple, tu écoutes l'ATC, qui, lui, peut faire une erreur parce qu'il n'est pas à bord, et ben, on arrivera à ce qui s'est passé en Suisse. Voilà. Désolé, Merci, capitaine. Nadir, Bonsoir salut. tout le monde. Salut Nadir. Ça Bonsoir. va? Nardine, très Khalid, ça va? JB, Mahieddine, double blanc. Ça va? Salut Nadir, ça va? Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va, super. Alhamdulillah. Je voudrais juste ajouter quelque chose, si vous me permettez, ajouter quelque chose à Nordine concernant les TICAS. Bon, comme vous l'avez bien expliqué, c'était clair. Le TICAS, bon, maintenant, actuellement, on est arrivé il y a le T2CAS. Donc, il y a les alertes, l'advisory et la resolution. Et l'action, elle se fait automatiquement. Par exemple, si les deux avions, par exemple, avant qu'ils se percutent, il y a les data qui s'échangent. L'autre avion, il va lui dire, moi je vais monter, toi tu vas descendre. Et l'action, elle se fait automatiquement. Ça, c'est le T2CAS. C'est la dernière génération. Maintenant, sur les anciens TICAS, l'action, bon, l'alerte, elle y est toujours, l'advisory et la résolution. Et c'est au pilote, c'est au commandant de bord de faire l'action. C'est ce qu'ils ont mis sur 350. C'est ce qu'ils ont Voilà, mis sur... exactement. Le TICAS, il vous dit de monter, l'autre TICAS, il lui dit de descendre. Les deux actions, ils sont pas communs, ils sont pas les mêmes. Voilà, pour éviter le désastre, quoi. Il peut même arriver à lui dire de maintenir, maintain. Voilà, ça dépend de l'action, ça dépend du case, les qu'on fait. Voilà. Juste pour ajouter, Nadir, maintenant, on a le T3 CAS, le T3 TCAS, si vous voulez aussi, là où ils ont intégré même le TAOS. Le TAOS, oui. Voilà, Ouais. le TAOS. Donc, je crois que c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier. Bon, on n'est pas sur tous les appareils, mais beaucoup de compagnies l'ont déjà intégré. Très bien, ça c'est beau à savoir. Voilà. Alors, Ça avance, ça évolue la technologie. Hein. On répond Oui. Les actions, quand c'est efficace, normal, c'est en déconnectant. Le PL, c'est normal parce qu'il va te faire une action. C'est sûr. Quand c'est le T2 qui casse, ouais. Puisqu'il va le faire seul, il faut qu'il soit sous PA. C'est normal parce que c'est le PA qui va. C'est le PA qui va faire l'évitement. Donc il faut qu'il soit sous PA. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Exact. Et, je voudrais poser une question à Nadir Ahmed, s'il vous plaît. Est-ce que le TICAS est branché à deux antennes? Vous pouvez répéter la question, Mahidine, parce que je viens de recevoir un appel et j'ai pas entendu. Je voudrais savoir quel est le nombre d'antennes auxquelles est branché le TICAS. Est-ce qu'il y a deux antennes ou une seule? Deux, normalement. Ah, je sais pas, ça dépend des appareils. Je crois sur le 330, il y a une seule antenne. Bon, il y a deux antennes. Il y a pour l'aller et pour le retour, pour l'envoi et pour la réception. Je crois, hein, pour bon, je vous parle sur le 330, voilà. Il est équipé de deux antennes TICAS. Merci beaucoup, Nadir. Merci beaucoup. Est-ce qu'un drone est prévu sur un TICAS, Captain? Est-ce qu'un drone peut-il être vu sur un TICAS? Alors, ça dépend du drone, encore une fois. Sur des aéroports, on va te dire, on n'arrive pas à déceler. Il y a un drone, mais on n'arrive pas à le voir. Parce que lui, il va voir le spot sur son... Mais tant qu'il n'y a pas de transpondeur, tu ne peux pas déterminer lequel. Et où il va avoir un spot, il va te dire, il y a un threat. C'est un trait, ce qu'on appelle trait. Il y a une menace. Il va te dire, probablement, drone dans les abords. Il y a des drones qui sont équipés. Mais ça, c'est des drones professionnels.
Ça, c'est des drones d'attaque, c'est des drones militaires, etc., etc. S'il a un transpondeur, effectivement, il peut être détecté par l'avion. Et il va te donner même la résolution, et trucs et tout. Mais s'il n'a pas, tu peux voir. Alors là, il nous est arrivé de voir des fois, on est en vol, et tu vois des spots sur ton ND. Alors des fois, c'est quoi? C'est des hélicoptères à basse altitude, c'est des... Tu as compris, c'est des spots. Mais tu n'as en aucun cas, il va rentrer en conflit avec toi, puisque tu sais qu'il est en dessous de beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'a pas de transpondeur, tu ne peux pas le décider, toi. Clair. Très bien. S'il n'a pas de transpondeur, ça pose problème. Mais si un avion a une panne de transpondeur, d'abord ça va sortir chez lui qu'il a une panne de transpondeur, et il va avertir le contrôleur qu'il n'a plus de transpondeur. Donc on va lui demander de changer d'ensemble, il va le changer, les SCOC ident pour s'identifier, etc. Et toute une façon de faire, il y a tout un protocole. Et s'il n'arrive vraiment pas à avoir son transpondeur, eh bien, il va quitter l'espace RVSM pour ne pas perturber les autres avions. Et on va lui donner d'autres consignes pour pouvoir terminer sans se poser ou là, se dévier de la route ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour ne pas Oui, perturber l'ensemble du trafic. et si jamais, est-ce que les autres pilotes, peuvent désactiver leur transpondeur? Oui, oui, Est-ce qu'il est possible de désactiver le transpondeur? oui, tu le mets sur. Très bien. Mais le Tu problème, veux disparaître carrément, Mahiddin? Là, tu tires le. Il disparaît Excusez-moi. complètement. mais c'est pas le but de la manœuvre. C'est-à-dire que c'est généralement quand il y a un hijack et que le gars sait ce que ça veut dire. Donc oui. Et c'est surtout pour les avions furtifs, normalement. Mais bon, les avions furtifs, c'est une autre philosophie. Parce que généralement, ils évoluent pas dans le même, sur les mêmes niveaux. Ils vont échapper à ça. Ils sont conçus, en matière différente. Donc, ils mettent le 7000 NX01, je sais pas quoi, il est en titane, il est noir, en titane, je sais pas quoi. Donc, c'est pour un pas les radars, etc., etc. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Les avions furtifs, ils essayent d'échapper non pas au radar secondaire, parce que ça marche avec le transpondeur, ils essaient d'échapper au radar primaire. Celui qui donne un écho juste par la réflexion des ondes radar sur la surface de l'avion. Et d'ailleurs, si vous regardez les avions furtifs, ils sont avec des angles, ils sont pas arrondis, ils sont avec des facettes, de manière en fait à renvoyer les ondes. Déjà, le fuselage absorbe les ondes, et en plus de ça, il les renvoie dans différentes directions. Donc, il s'est fait de telle sorte qu'il les renvoie pas vers l'antenne radar. Donc, c'est ça qui fait aussi la Tu as la furtivité. peinture. Voilà. Tu as la peinture aussi, hein. Tu as la peinture Il aussi. y a le matériau du fuselage, et il y a également l'angulation du fuselage. Mais eux, c'est pour éviter les radars primaires. Le radar secondaire, celui qui marche avec le transpondeur, celui-là, on y échappe juste en mettant le transpondeur sur off. Mais comme Le derrière radar tout primaire. transpondeur, comme derrière tout radar secondaire, il y a un radar primaire. Hein. Donc, le Ah oui, souci, c'est jumelé. Ouais. Oui, pardon, Farid. Captain, est-ce qu'il peut arriver qu'un transpondeur tombe en panne? oui, Et si c'est le cas, comment l'annoncer à l'ATC? tu as deux systèmes. D'abord, l'ATC, avant que tu n'annonces quoi que ce soit, s'ils n'ont pas tes informations, à savoir le niveau, la vitesse, le numéro de voltaire, déjà, ils vont t'appeler. Ils vont te dire, hey, Intel, on n'a pas le please SCOC ident. Tu veux demander d'appuyer sur un bouton qui s'appelle Identification pour que tu réaffirmes que c'est toi. Si ça suffit pas, il y a le deuxième ensemble, parce qu'il y a deux ensembles dans un transpondeur. Système 1, système 2. Donc il faut passer sur le deuxième système. Si ça fonctionne pas, c'est que tu es en panne et que sur les avions high-tech comme le 330 et tout, ça va sortir sur l'ICAM. TCAS, fail, qui est mis en stand-by direct. Et là, c'est une procédure autre, c'est-à-dire que le contrôleur va tout faire pour te faire sortir de ce marasme et te faire éviter tout ça, parce que les autres ne vont pas te voir. Et
ça va perturber un petit peu le processus de navigation de tout ce beau monde qui est sur la même route, par exemple. Que ce soit à l'aller comme au retour, là, des avions en face, ou la plus bas. Donc, voilà. Et le TICAS Nordine. Il Et est le out. TICAS Le également. TICAS, il est out. Il est out. Ah oui. Tu vas avoir TICAS fail يخرج de لك l'écran. TICAS fail. Oui. يكام TICAS يخرج لك TICAS fail. Alors, là aussi, tu vas dans les trucs, tu vois s'il y a une reset, s'il y a ceci, s'il n'y a pas, s'il est couplé à autre chose, le système 1, système 2, etc. Il y a tout un protocole. Mais ce n'est pas un système resettable, déjà sur un 330. Maintenant, sur les autres, je ne sais pas comment c'est construit. Mais après, c'est le cheminement de la navigation qui va être changé par le contrôleur. Si tu n'as pas de TICAS, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu ne peux pas être là-bas. Parce que tu vas perturber tout le protocole. Donc la redondance dans ce cas de figure, c'est la TC, quoi. Pas la redondance. La TC n'est pas là pour faire redondance. La TC va constater un fait. Tu n'existes pas sur le spot, c'est qu'il y a un problème. Donc ils vont t'avertir. Si tu changes de système, ça ne marche pas, et qu'il n'y a pas de TICAS fait, c'est qu'il y a un problème aussi. C'est que ça vient de chez eux. Parce que On parle du transpondeur. Si tu n'as pas de redondance. C'est-à-dire Je parle du transpondeur. Transpondeur, est-ce que le transpondeur en panne a une redondance? Non, s'il est out, il est fail. Et quand ça sort fail, c'est fail. Donc il n'y a pas de redondance sur le transpondeur. J'apprends quelque chose. On va mettre des redondances sur tout et rien. Il y a des choses importantes sur lesquelles tu mets de redondance, à savoir les systèmes électriques, hydrauliques et tout et tout. Mais le transpondeur est un système qui est censé être fiable puisqu'il est indépendant du fonctionnement des autres systèmes. Si tu veux, il est là, c'est que tu as une radio, là, tu voilà. Tu as son reset. Tu vas resetter, terminer. Ça ne revient pas, c'est que tu as un problème. Donc, sors de cette RVSM, de cet espace où tu vas gêner tout le monde. Et bon, le contrôleur, quand ils savent que tu as un TICAS fail, les orientations sont différentes, les niveaux vont être adaptés, les caps vont être adaptés, donc parce que eux ils savent où sont les autres, et toi tu ne sais pas, et les autres ne savent pas où tu es. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'allouer une route où tu ne gênes personne, par exemple. Voilà. Elle peut être un offset, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou descendre sur un niveau bien précis, en dessous de l'RVSM. Bon, quand c'est un long vol, en général, la discussion se fait passer le PDL, c'est égal, bon, j'ai mon TICAS fail, ben, je vais resetter, je vais passer système 2, système 1, etc., etc. Il ne faut pas croire que tout a un truc infaillible. Hein. Il y a des choses qui sont faillibles, qui sont là et qu'il faut faire avec. Tout est faillible, Nordine, tout est faillible, mais bon, la plupart des installations sont redondantes, donc c'est pour ça que je te disais cela. Farid, Là, il faut bien savoir, la réglementation qui régit la conception des avions, elle répond à certaines priorités, elle répond à certaines règles. Il y a des équipements dans un avion qui ne doivent en aucun cas lâcher. Donc ceux-là, c'est les derniers de chez derniers. On va mettre plein de redondances pour qu'ils arrivent à être efficaces quoi qu'il arrive. C'est par exemple la planche commandant de bord, la planche d'instrument commandant de bord, il faudrait qu'elle reste jusqu'au dernier. Voilà. Bon, donc là, celle-là, il y a plein de sources d'alimentation de manière à jamais la perdre. Très bien. Maintenant, pour le transpondeur, etc., on a considéré qu'en mettant deux ensembles, la probabilité pour perdre les deux ensembles, et quand bien même on perdrait les deux ensembles, il y a encore un backup qui est l'ATC, qui va pouvoir prendre l'avion en radar primaire, ou bien même en contrôle aux procédures, c'est-à-dire en demandant au pilote quelle est votre position, quelle est votre altitude, etc., etc. Donc, si tu veux,
l'importance de perdre les deux transpondeurs, elle est moindre que l'importance, le problème qu'il y aurait à perdre les trucs de commandement, quoi. Bon, excusez-moi, j'ai un appel. Ciao. Je te dirais, Farid, que au CIMU, c'est ce qu'on faisait aussi ça au CIMU, on faisait tomber en panne l'avion en face, par exemple, qui arrivait en transpondeur. Et le gars, il ne le voyait pas. Mais, ça y est, il ne le voyait pas sur son ND. Et à un moment donné, on mettait un CAVOC pour dire, voilà, le gars est en train de discuter avec la tour pour lui dire, j'ai pas un TICAS, mais regarde où est-ce qu'il est. Donc, le pilote, voyant cet avion venir vers lui, va effectuer la manœuvre très basique, comme s'il était sur un petit avion, de l'éviter par la droite, parce que c'est en fonction des feux de navigation, vert et rouge, donc toujours vers le vert, sachant que l'autre va partir à droite aussi, parce qu'il est en face, l'autre aussi il est en train de voir. Elle dit, dans le cas où le contrôleur n'a pas encore donné d'instruction. Mais Dans le cas où c'est CAVOC, attends, j'arrive, exprès. Maintenant, on faisait autre chose, c'est qu'on faisait tomber le gars en panne de TICAS. Lui-même en cas de TICAS. Et on faisait tomber le TICAS de l'autre en horn, c'est-à-dire en avertissement. Et c'était pas CAVOC, c'était dans les nuages. Donc le gars, il voyait un spot, il n'y a pas la résolution, parce qu'il n'y a pas de horn, et le gars ne le voit pas. Donc, obligatoire aussi. Lui, il va dire, j'ai pas de TICAS, donc le contrôleur va donner obligatoirement une instruction. Parce que le contrôleur, il a un display, il a tout dessus. Il a tout dessus. Il fait un calcul empirique VA sur VB d'interception, il va lui dire, prends à droite, descends, monte. Là, il devient le contrôleur, il a la main pour te dire ce qu'il faut faire, parce que tu n'as pas, toi, la main, puisque tu n'as pas le visu, ni le visu, ni le display. Voilà. Donc, comme disait JB, tu ne mets des redondances que sur des systèmes qui sont plus importants que d'autres. Voilà, si j'ose dire, quelque part. d'accord. Et Nordine, à quel moment d'interception le TICAS résonne? Alerte. À partir de 7 nautique À 5, combien? ensuite, 5, il commence à gueuler. Quand il rentre dans le range, c'est des ranges. D'ailleurs, la première action à faire, c'est diminuer le range du UND pour voir l'approche. Il passe en jaune. Quand il passe en rouge, c'est la résolution. C'est là l'évitement. Il passe en rouge, ça veut dire qu'il est encore loin, 5 nautiques. Mais c'est là où il y a l'évitement. C'est là où il va te dire ce que tu dois faire. Monter, descendre ou maintenir le palier. Et il va te donner même la VS. C'est-à-dire il va te donner la bande verte et rouge. Le rouge à éviter, aller toujours vers le vert. Que ce soit en descente ou en montée. Voilà. En débranchant bien sûr Mais le est-ce vert. que, excuse-moi Nordine, est-ce que l'alerte TICAS t'empêche ou est-ce que obligatoirement tu dois chercher le visuel? Parce que moi j'ai vu une alerte TICAS où une first officer Non. qui cherchait le visuel quand même. Tu ne cherches pas le visuel. Tu es dans les nuages, par exemple. Tu ne cherches pas le visuel. Tu vas dire TICAS air C'est control. clair, je te parle de CAVOC. Je te parle CAVOC. Tu ne cherches pas. Tu suis les consignes de l'avion, de ce que te demande le TICAS. Tu n'as pas besoin de chercher. Parce que tant bien même qu'il y ait des obstacles en bas, si tu t'approches de ces obstacles, il y a un autre retentissement qui va se faire. C'est terrain. Il va te dire terrain. Pull up. Remonte, par exemple. Donc, dans tous les cas de figure, tu dois suivre les consignes du TICAS. Tu vas dire TICAS, I have control. Celui qui fait la manœuvre. Il diminue le range. Déjà, il va voir advisory, tac, résolution. TICAS, I have control, il débranche le PA et il descend ou là, il monte. Il va chercher le vert, la bande verte, quel que soit X. Sans chercher à comprendre. Oui, donc, Il ne va pas rentrer en mode créatif, dire oui, je vais chercher voilà. là. Ouais. Non, c'était juste un réflexe humain, alors juste regarder comme ça sans plus, alors c'était pas...
Dans ces conditions-là, l'interaction humain-machine est plus importante et prédominante par rapport à l'humain. L'humain n'a pas le droit de réfléchir. À ce moment-là, il va suivre les consignes parce que c'est comme ça qu'il va être sauvé. S'il commence à rentrer en mode créatif, dire oui, si je fais ça, ah, je vais diminuer un peu, non, le confort, ça c'est foutu. Hein. Et d'autant plus que l'alarme TICAS, elle te fait sursauter. Hein. Je comprends pas parce que tu es à 5 nautiques quand même de l'interception. Elle pourrait être plus cool, quoi, je veux dire. Oui, Ouais, c'est exactement. c'est strident comme son. Et quand il va te dire descent, il va te donner un ordre, descent. Comme par exemple, Raxi qui dit comment ça se passe s'il y a deux conflits consécutifs. Oui, tu peux avoir deux conflits, un en bas, un en haut. Et ben l'avion va te dire maintain, maintain, maintain. Il va te mettre rouge en haut, rouge en bas. Il va te donner seulement une petite bande au milieu verte. Tu dois la maintenir, maintain, maintain. Parce que si tu bouges de cette position-là, tu vas ou percuter celui qui est en bas parce qu'il a 10 pieds au-dessous de toi, ou les 500 pieds, ou les 200, ou là, et celui qui est au-dessus de toi, pareil. Donc tu dois passer entre les deux. Maintain. Merci beaucoup, C'est capitaine. certainement, et c'est certainement, Nordine, c'est certainement source de stress, hein, c'est clair. Ah oui, c'est clair, exactement, Farid. Bah oui, c'est normal, hein. C'est pas un truc qui se voit tous les jours, et c'est heureusement d'ailleurs. Alors il arrive des fois qu'au décollage d'un aéroport, au décollage, il y a le TICAS qui retentit. Traffic, traffic, dans ce sens-là. Traffic, il va te dire trafic, trafic. Pourquoi? Parce que à la montée, l'avion a, par exemple, il y a un avion qui vient pour l'approche, pour faire une vente arrière. Et il y a un décollage qui est en train de s'effectuer. Et cet avion va recevoir traffic, traffic. Lui aussi, il va recevoir trafic en jaune. Pourquoi? Parce que la VS, proximité, quand elle dépasse 1000 pieds minutes en montée, et que c'est proche, l'avion était par exemple à 5000, toi tu as décollé, tu as effacé les 3000 pieds, mais tu as une VS supérieure à 1000 pieds minutes, il va gueuler trafic, trafic, parce qu'il est dans les 5 nautiques et avec une VS importante. Là, en général, il ne faut rien faire parce que c'est calculé pour que l'avion fasse son avant-arrière pour revenir en approche. Il a un cap et toi, tu as la sortie normale. Il y a une deuxième technique. Là, ça consiste un petit peu, quand l'aéroport le permet, c'est-à-dire la IP, la morphologie de l'aéroport, de passer en VS et de mettre 1000 pieds. Caler la VS verticale. Si tu as 2005, par exemple, tu la remets à 1000 pieds. Là, il ne va plus gueuler. Mais c'est en général déconseillé parce que si le décollage se fait de cette façon-là, c'est qu'il y a vraiment une façon de faire pour effacer des obstacles dans le deuxième segment. Donc, c'est pas à toi de changer un petit peu la configuration. Sauf si le contrôleur te donne une information te disant, il y a un trafic, réduisez votre vertical speed à 1000 pieds, par exemple, ou 1005, pour que l'autre puisse passer. Mais tu dépasses 1000 pieds, proximité, le TICAS va gueuler. Très bien expliqué, Nordine, merci beaucoup. Mais il m'a dit, on a quoi comme système de redondance pour un système fly-by-wire? Cas de perte électrique totale. Là, cas de perte électrique totale, tu as toujours les moteurs, tu as la PU qui peut donner de l'électricité sur le génie, il n'y a aucun Il y a problème. plusieurs systèmes de redondance hein. Tu as les IDG, tu as l'APU, tu as la batterie, tu as la CSMG, la constant speed. Elle s'enclenche automatiquement lorsque les deux moteurs perdent la puissance hydraulique. Exactement. Voilà. Donc il y a beaucoup de systèmes de redondance. Pour qu'on perd le système électrique, c'est qu'on va perdre beaucoup de redondance. On a les deux IDG, l'APU, la CSMG, il y a beaucoup de trucs, hein. Mais il faut préciser quand même à dire que c'est quand même une situation critique, hein. Le fly-by-wire, c'est quelque chose Oui, quand je même. sais, Farid. Bon, le fly-by-wire, l'action elle est électrique, elle est transmise en mouvement mécanique à travers des computers. Le mouvement des servocommandes, il est assuré par le système hydraulique. Et même le système hydraulique, à la base, par exemple, sur les ailerons, on trouve deux servocommandes sur chaque aileron. Donc, il y a une servocommande, c'est un actuateur, celui qui assure le mouvement.
Donc, il y a deux servocommandes. Un, il est en position, en mode actif, et l'autre, il est en position dumping. Donc, il n'y a pas d'hydraulique. Il suit le mouvement de celui qui produit d'hydraulique. Si l'autre tombe en panne, il y a un bypass, il y a une bypass valve qui transmet l'hydraulique vers l'autre servocommande, qui était en dumping mode. Elle t'assure la continuité du mouvement. Donc, pour arriver à une failure sur les... Vous savez, Farid, la technologie des fly-by-wire, elle est très, très, très avancée. Pour qu'elle puisse tomber. C'est-à-dire, Vous n'avez qu'à demander à Nordin, je pense qu'il... C'est vrai, on peut avoir un problème, mais c'est-à-dire, pour qu'on perd les fly-by-wire, c'est pas facile. rajoute-lui le cas extrême Le d'extrême. cas extrême, il y a l'extension de la rate, par exemple, lorsqu'on perd les... Et tu as le Ah, mechanical backup. voilà, il y a le backup, il y a la rate. Comme tu la connais, Farid, l'ailette qui sort juste au-dessous de l'aile droite, sur le 330. Ouais, Elle La est, rameur turbine. voilà, c'est la rate, c'est la rame air turbine. Elle est toujours en mode auto. Dès elle sense qu'il y a un loss of hydraulic power, elle sort, elle est lisse, elle prend la position positive, elle est en rotation avec le air flow, donc elle te fournit toujours de l'hydraulique et c'est au commandant d'assurer l'atterrissage facilement. Il y a eu même des cas où la rate elle est sortie, ils ont pu atterrir avec le plus facilement possible. Et dans le mechanical c'est backup, le mécanique le plus dur, comme tu disais. mais C'est le last chance. La rate, c'est le last chance, hein. Et donc, c'est faisable, hein. attends, pour répondre, pour continuer un petit peu dans l'esprit de Mésim, même si dans le fly-by-wire, tu perds le side stick et tu arrives au mechanical backup, tu as la roulette, l'espèce de volant qui est là pour le trim, Exact. le pilote au trim et au rudder. Elle t'assure l'horizontal, le tangage. Le tangage exact, tac, pour le vent et pour le rudder pour l'empennage. Voilà. C'est tout. Donc, quel que soit X, il y a toujours un truc à faire. Plan B. Un plan B, oui, un plan B. Un plan B, un plan B. Juste pour répondre à Mézim, il vient de dire que j'ai bien compris, mais je veux dire, faut faire quoi dans le cas où il y a un problème avec le système? Écoutez, Mézim, vous savez, l'équipage, il a toujours une checklist à suivre. Dès qu'il y a une panne qui s'affiche sur l'ICAM, il y a le protocole d'action, ce qu'il faut faire sur place. Il te donne l'action à faire. Après, il y a l'équipage, il suit le book interro, le QRH, il essaye de voir pour confirmer l'action à faire et il y a toujours une action à faire. Il y a une checklist. Mais si, quand tu dis pour le rôle, alors écoute, le rôle c'est simple. Les rudders qui font fonctionner l'empennage, quand tu appuies dessus, ça tourne aussi. C'est pour ça que par exemple, on dit toujours aux gens, approchant le sol, il ne faut jamais toucher aux ailerons. C'est-à-dire même quand tout le système fonctionne. Il faut le travailler au pied. C'est-à-dire, si tu touches aux ailerons, tu risques de toucher les saumons quand c'est proximité sol. Hein. Donc c'est avec le rudder. Et l'avion revient, parce que l'empennage d'un avion comme le 330 ou 350, c'est une aile. C'est vraiment une aile. Il faut voir l'envergure. On peut en plein Atlantique. Quoi, Farid? C'est dit, Farid? Elle génère de l'importance, d'ailleurs. Oui. Elle génère de l'importance. Oui. Si vous perdez, il y a Gami qui dit, si vous perdez les deux moteurs en plein Atlantique, ben, il y a procédure de perte, loss of two engines, donc il faut la faire, essayer de redémarrer un des deux moteurs au moins, et si ça ne démarre pas du tout, et ben cet avion à la green dot, puisqu'il brasse avec la rate, arrivé à la green dot, il faut se mettre en descente, essayer de se poser. Si c'est à côté d'un continent, ok, sinon, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un cas sûr, c'est comme si tu gagnais l'euro million, c'est un cas sûr des milliards. Juste pour rajouter quelque chose, Nordin, concernant le rôle, pour le radar. Le radar, c'est le seul élément qui est équipé de 3 servocommandes. Il y a 3 actuateurs. Il y a le green, par exemple, sur le 330,
il y a les trois sources différentes du système hydraulique. Donc, il y a aussi, il y a fait fait le mode actif. Donc, il y a toujours une servocommande qui est en mode actif, c'est elle qui fait le mouvement. Et les autres servocommandes qui suivent, ils sont toujours en mode damping. Même si on perd les trois servocommandes, il y a le système, ce qu'on appelle le centering mode. Le radar, il se met au centre directement pour que l'avion ne subit pas des forces au niveau du rôle. Et en plus de ça, il y a aussi même il y a un système de backup. C'est les backup modules. Il y a un backup module à l'arrière, au niveau de l'empennage vertical. Il y a une petite génératrice qui te fournit elle est entraînée par l'hydraulique, électriquement, elle te fournit de l'hydraulique. C'est pour toujours maintenir le radar beaucoup plus à la phase d'atterrissage. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est pour ça, quand il y a des problèmes dans ce genre d'hydraulique et tout, on vous dit use the radar as with care. With care, radar with care. Voilà, radar with care, exactement. Ouais. Et avec tout ça, les gens ont toujours peur. Et c'est ça. Mais Farid, l'avion reste toujours le moyen le plus sécurisé, hein? Moyen de transport le plus sûr. Hein? Exactement, Nadir, oui. Je Ah partage ouais. le même. Il y a Gabi qui dit parlez-nous des pannes des systèmes hydrauliques. Eh ben, ça dépend des avions. Il y a des avions qui ont 2 systèmes hydrauliques, il y en a qui ont 3. Et le 3, c'est encore, je pense qu'on en a 4. Non. Aucune idée, Nordina, aucune idée. Pour le 330, il y a les 3 systèmes. Il y a les pompes, les EDP, c'est les pompes qui sont entraînées par les moteurs. Il y a les electrical pumps. Par exemple, au moment du décollage, maintenant, le décollage, positive climb, gear up. Au moment de la montée des trains, si on perd, par exemple, un système hydraulique, l'action, elle est continue parce que dès que on perd le système, par exemple, on perd l'EDP du système vert, celle qui s'occupe de la rétraction du train. Si on la perd, il y a l'electrical pump, elle s'enclenche automatiquement pour finir l'action. Même aussi pour la montée des flaps et slats. Par exemple, si on fait remonter les flaps, c'est à ce moment-là, on perd le système hydraulique. Donc, il y a la pompe électrique, elle se met automatiquement juste pour continuer le mouvement. Donc, il y a toujours une redondance, toujours. Oui, mais une perte de flaps, une perte, excuse-moi, Nahidine, une perte de flaps pour raison mécanique. Bon, raison mécanique, il y a ce qu'on appelle, mais une cause mécanique, il va y avoir ce qu'on appelle une asymétrie. Et si le système, il y a ce qu'on appelle le système du wingtip brake, le système, il va freiner complètement. Il va pas laisser une aile qui va aller au-delà de l'autre aile. Donc, il y a un système qui détecte la défaillance mécanique. Si juste il détecte une petite asymétrie entre les deux ailes, ça va bloquer. Ça va arrêter. Sur place. Il y a une checklist à faire. Je pense que Nordin, il est plus apte que moi pour vous dire la checklist qu'il faudrait faire. Moi, je ne me souviens pas, mais... C'est tout un process, mais bon, surtout pour le WTB, le wingtip break, s'assurer surtout que l'horloge, s'assurer qu'on ait Exactement. la bonne heure, la bonne date, et la bonne heure. Sinon, il y a un problème de wingtip break. Donc, il faut aller directement appeler le technique, vérifier tout ça, remettre en norme, et ça marche. Dans les autres avions, c'est des vis sans fin, c'est autre chose, c'est un autre système. Des vis sans fin, ouais. Voilà. Quand c'est des vis sans fin, c'est le système, il est électrique, Nordin. Voilà, quand il y a un screwjack, c'est le système, généralement, c'est comme les Boeing, les 67. Le système des flaps, il est électrique. Par contre, sur l'Airbus, il est purement hydraulique. Hein. Hydraulique, exact. Voilà. Oui. Captain, s'il vous plaît. Excuse-moi, Diane, tu voulais dire quelque chose? Oui, Farid. Merci beaucoup, Farid. Est-ce qu'il existe, sur les transpondeurs, est-ce qu'il existe le mode C ou bien le mode B? Il y a le mode S. Mode S, il y a là. S. Le mode S. Sinon, c'est les anciens modes Charlie, Alpha Bravo, c'est très, très ancien. Maintenant, c'est le mode S, oui. Mode S, oui. Et l'espace aérien, est-ce qu'il est classé aussi est-ce qu'il existe des classes d'espace aérien aussi? Comme on dit, l'espace aérien de classe B. Oui, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Golf. Est-ce que le mode S est-il requis
dans un espace aérien de classe B, par exemple. Oui, il est requis. Ouais. Au moins, il faut avoir un mot Charlie pour une classe Charlie et classe Bravo. Classe C et classe B, il faut au moins avoir un transpondeur en mode Charlie ou mode S, mais minimum mode Charlie. Merci beaucoup, Double Blanc. Merci. Ouais, Là, on va te demander de rentrer chez toi. Le mettre au-dessus. 350, 787, avantages et inconvénients. Ça n'a rien à voir. Le 350 est là pour concurrencer le Trip 7. Le 787, pratiquement, concurrence le 330 Neo. Mais bon, le 787, c'est aussi un monobloc. Il a, je ne connais pas trop la conception thermique, mais par contre, il a un système de pressurisation qui est autonome à l'arrière. Il ne fait pas de prélèvement sur les réacteurs. Le 350, il a 4 sources hydrauliques, apparemment. Il a un système plus performant. Bon, on ne peut pas faire, c'est comme si tu disais, par tel pays à tel pays, deux philosophes différents, avec de l'avionique high-tech. Nordine, peut-être que tu peux répondre à la question de... Excuse-moi, tu n'avais pas fini. Peut-être que tu peux répondre à la question de Mohamed. S'il vous plaît, une fois, j'ai pris EasyJet de Barcelone à Paris. Juste avant d'atterrir, il a fait plein de gaz, c'est-à-dire un go-round. C'est dû à quoi? Il y a pas mal de raisons pour le go-round. Il a fait une remise des gaz. Il a fait une remise des gaz pour une raison qui lui incombe. Dès qu'il est arrivé, qu'il y avait un avion juste devant lui, on lui a demandé de faire la remise des gaz. Dès qu'il y avait du windshield, il a remis les gaz. Bon. Il y a différentes raisons pour faire un go-round, une remise des gaz, ce qu'on appelle une remise des gaz. Pour qu'il y a un camion qui traversait la piste, un avion qui était encore sur la piste. Le contrôleur lui a dit de remettre les gaz parce qu'il y a ça et ça et ça et ça. Mais dès que cause météo, il n'arrivait pas à se poser. Mais dès qu'il est arrivé plus haut que prévu, donc il savait qu'il allait bouffer de la moitié de la piste, il a remis les gaz. Que sais-je? Il y a 50 000 façons de remettre les gaz pour lesquelles on remet les gaz. Et bon, la remise des gaz, il faut savoir que c'est une procédure normale, qu'il ne faut pas en avoir honte. Si le gars hésite à remettre les gaz, il revient, je pense. Il n'est pas blâmé pour ça. On va lui dire, oui, vous avez remis les gaz. Oui, j'ai remis les gaz pour X, 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 et c'est tout, ça s'arrête là. Hein. On ne va pas lui dire, laisse, vous avez remis les gaz. C'est vrai que... C'est-à-dire pour le Kidam, justement. Pour le Kidam, comme Mohamed, il me semble que ça peut paraître impressionnant et exceptionnel, mais bon, ça se fait souvent. Ça se fait souvent. Ça peut arriver, du moins. Ça peut arriver pour X raisons. C'est la même chose dans la phase contraire, Nordine. Si c'était une RTO, hein, en phase juste avant la V1, si il y a quelque chose d'inattendu, donc une RTO, elle est prévisible. L'eject take-off, exactement. L'eject take-off aussi, pour différentes raisons, comme dit Nadir. Pour X raisons. Pas de problème avant la vitesse de décision. Before V1. Before V1. Vitesse décision qui est V1, ben, le gars, il va faire un eject take-off. Et il vaut mieux faire un eject take-off et s'assurer que ça marche bien. Après, il va redécoller une fois que les blecs sont refroidis, nanana. S'il n'y a pas une panne importante, il va rentrer au gate. Hein. Il va directement aller au gate, il va en être au technique, jusqu'à ce qu'il vienne le technique pour Il y a une procédure à faire juste après. Il y a d'abord une inspection à faire, une procédure à faire, avant de relâcher l'avion pour... voilà. Et tout ça, before V1, bien évidemment, parce qu'après, c'est trop. Ah oui, before V1. Il y a même des rejects avant 100 lions, avant 80, pour X raisons, une raison bien précise. C'est-à-dire, les rejects ne sont pas faits comme ça. C'est pas parce que le bateau, c'est pas le reject ou le mahchiro. Ou bien il a oublié son paquet de cigarettes. C'est ça. Non, t'en fais pas. Pour les fumeurs, ils ont toujours une cartouche dans leur sacoche. T'en fais pas pour ça. Captain, s'il vous plaît, les tests d'évacuation en cabine incluent-ils les passagers à mobilité réduite? C'est prévu. C'est prévu. Comment c'est prévu? C'est pour ça que le seating de ces gens-là est spécifique. Tu ne peux pas mettre
un gars à mobilité réduite, par exemple, devant des issues de secours. Une. Quand le PNC le sait, il va l'évacuer en dernier. Que ce soit un gars, un non-voyant, un gars qui n'arrive pas à marcher, un malade. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des décharges de responsabilité, que le malade signe avant qu'il monte à bord. Il y a une décharge. Parce que dans un cas extrême où, c'est dommage de le dire, cette population ne peut pas être évacuée, il y a une décharge qui décharge la compagnie de sa responsabilité vis-à-vis de lui. Maintenant, s'ils arrivent à le faire dans les normes, c'est-à-dire 90 passagers, 50 passagers en 90 secondes, super, c'est très bien. Et en dernier ressort, bien sûr, ils vont évacuer ces gens-là. Donc, comment ça se fait? Un non-voyant, il va se mettre, il y a un PNC qui va l'enlacer comme ça et descendre avec lui. Un gars qui ne marche pas, pareil, une femme ou un homme ou n'importe. Maintenant, tu as pensé à la civière? S'il y a une civière, malade sur civière, qui est là, tu ne peux pas l'évacuer. Impossible. Comment tu vas faire? Alors, surtout s'il y a feu, par exemple, qui embrase le truc, il y a une décharge. Dommage, c'est comme ça. Ils vont essayer quand même de le faire. Mais ce ne sera pas la priorité, je te dis franchement. Hein. C'est pour ça qu'encore une fois, qu'il y a une décharge de responsabilité. Les gens oublient ça. On signe une décharge de responsabilité en disant, moi, El Kébir, je suis grabataire, je vais signer dans le cas où, dans le cas où, dans le cas où. Et il faut le dire. C'est comme ça. Mais un malade avec une civière, Captain, est-ce qu'il monte dans un avion avec une civière? Oui, bien sûr, il y a des civières qui sont embarquées à bord. Quand il y a une évacuation d'un malade qui est prévue, ils vont mettre la civière, ils vont d'abord mobiliser 3 rangées de sièges à l'arrière en général. Le technique a la technique pour installer cette civière qui est embarquée, bien sûr. Il y a des avions où ils ont des civières déjà en soute, ou bien commandées par la compagnie pour la mettre, pour le ramener quelqu'un là. Le technique va la placer. Il y a le malade, il y a l'accompagnateur du malade, qui est généralement un médecin. Oui. C'est comme ça que ça marche. Je vais te poser une dernière question, Nordine, Ouais. si tu le permets, parce que c'est bientôt la fin du live. Il y a donc Idir qui nous dit, une fois, on a fait un RTO à cause d'un pompage réacteur. Est-ce que c'est une cause de RTO, justement, pompage réacteur? Un pompage réacteur, ça sous-entend que le moteur, il a un stall quelque part. Si le gars continue, s'il est en dessous de V1, il vaut mieux qu'il arrête, parce que au décollage, ça veut dire que un pompage, ça peut être un stall, ça peut être une ailette vrillée, des ailettes ou une ailette vrillée. Donc il vaut mieux qu'il arrête. Il fait un reject take-off, il revient, le technique va s'assurer qu'il y a eu ça. Peut-être que c'est un problème de fuel carburant, de ceci, de cela. C'est le technique qui va... Il va foreign object, non? Comment? Foreign object too, non? Foreign object, qui aurait pu être aspiré, oui, effectivement. Donc, peut faire. Je crois Nordin, je me souviens de ce qu'il vient de dire Edir sur le Juliette Alpha. Je crois que c'était un FOD, là. Je crois, on lui a changé, ce jour-là, il y avait 3 ou 4 ailettes qui étaient bousillées. Et il y avait aussi comment on les appelle, les atténuateurs de bruit, les acoustic panels. C'est à base de nid d'abeille, ils étaient aussi bousillés, on l'a changé 2. C'était un FOD, c'était un foreign object. Il a avalé quelque chose, donc il a bousillé quelques ailettes. Je me souviens très bien de ce vol-là. Eh ben, ça peut arriver. Messieurs, Nidir, merci beaucoup. Mahidine, merci de la participation double blanc. Merci, Nordine. Merci, Captain. Merci pour toutes vos explications. Avec plaisir. Merci à tous. À bientôt. C'est vraiment formidable. À demain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au revoir.